David, le tout animé par Marlène, donc et Laurent qui est là, et que je suis aussi très heureux de voir. Je vois tellement de visages amis dans la salle que ça me fait évidemment très plaisir. Tout ça est dans le cadre d'un cycle de conférences et des moments de réflexion qu'on souhaite avoir ici rue Sainte-Anne, mais surtout partagés. Et c'est tout l'objet de le faire en live pour que ce débat puisse vivre tout dans le cadre du mouvement. C'est un travail qu'on lance, qui est initié. Il y a déjà eu une soirée sur la laïcité ici, qui était très animée, qui était évidemment très riche. Et je pense que c'est très important qu'on puisse se poser aussi sur le fond de ce qui constitue notre idéologie. Parce que moi, je crois effectivement que le macronisme, ce n'est pas qu'un pragmatisme, c'est évidemment beaucoup d'idéologie. Donc voilà, et au-delà d'accueillir deux intellectuels, on peut dire, c'est aussi le plaisir d'accueillir des amis. Et donc ça, c'est évidemment toujours un grand moment et de vous retrouver tous. Donc voilà, je voulais surtout vous passer vous saluer, vous souhaiter une bonne soirée et surtout passer rapidement la parole pour que le débat puisse avoir lieu. Et remercier Marlène et Laurent au passage pour le travail que vous avez initié sur la prospective et les enjeux que nous avons pour l'avenir. Voilà, je ne suis pas plus long. Merci beaucoup Stanislas, on est très heureux que tu sois là avec nous. Bonsoir à toutes et à tous, merci à toutes les marcheuses et tous les marcheurs qui ont fait le déplacement et qui sont venus passer leur vendredi soir avec Ismaël et avec David et passer ce vendredi soir ensemble. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent sur le Facebook Live. Toutes nos excuses pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer. Il y avait une demande incroyable pour vous rencontrer et débattre avec vous ce soir. C'est notre record, c'est aussi notre premier débat, mais c'est aussi notre record. Mais vraiment, voilà, on a eu plusieurs centaines de personnes qui voulaient être là ce soir. La salle est déjà très pleine, il y a des gens debout au fond et merci vraiment à vous. On va faire en sorte que ce soit un débat le plus interactif possible. On va animer ce temps d'échange avec Laurent Saint-Martin qui est là, qui est responsable notamment de la prospective pour La République En Marche et qui est député. Et on a préparé ce temps de travail aussi avec Olivia Grégoire qui est également députée et qui est responsable des études et des sondages qui malheureusement a eu un petit impondérable ce soir et ne peut pas être parmi nous. Mais c'est la troisième mousquetaire et on travaille ensemble à animer ce pôle idée avec d'autres pour faire réfléchir justement et faire vivre ces idées avec La République En Marche. Ismaël Emelien et David Amiel, je crois qu'on ne vous présente pas ici, vous êtes chez vous. Je voudrais d'abord dire en une phrase que ce livre qui s'appelle donc Le progrès ne tombe pas du ciel est un livre qui se lit vraiment agréablement, facilement, dans lequel on trouve beaucoup de réponses et dans lequel on trouve beaucoup matière à réfléchir. Et j'ai trouvé que c'était ça qui était intéressant parce que vous arrivez à aborder des sujets qui sont complètement tabous d'une manière à la fois très disruptive, mais en même temps vraiment accessible. Je crois que tout le monde peut comprendre ce que vous présentez, ce que vous proposez dans ce livre. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on recommande à toutes et à tous. Et sans plus tarder, pour qu'on ait des questions et qu'on ait un temps d'échange avec la salle, parce que je sais que vous êtes aussi nombreuses et nombreux à avoir des questions, on va commencer ces premiers échanges avec la première question de Laurent Saint-Martin. Merci Marlène, et j'en profite pour saluer tout le monde ici. La première question sera une question très simple, mais qui permettra de bien introduire le sujet. J'ai lu le bouquin dans l'ordre, avec le premier mot. Le premier mot, c'est manifeste. Alors, je voudrais qu'on commence par là, si vous le voulez bien. Manifeste, le substantif, tout le monde le connaît bien. J'aimerais que vous puissiez nous dire pourquoi vous avez choisi de le sous-titrer manifeste. Est-ce que, du coup, comme cela peut l'indiquer, il y a nécessairement une vision de long terme, c'est-à-dire une pensée à faire vivre, à nourrir, à faire évoluer? Si oui, avec qui? Il faut que je me tourne, pardon. Quelles sont les prochaines étapes pour vous d'un tel livre quand on l'appelle manifeste? A-t-il vocation à être lu dans plusieurs langues? A-t-il vocation à être retravaillé par éventuellement d'autres auteurs? Donc voilà, quelle était la philosophie initiale de ce livre quand vous l'avez sous-titré Manifeste? Et puis le petit clin d'œil, c'est que manifeste, c'est aussi un adjectif qui rend évident quelque chose ou sa nature. Est-ce que derrière, il y avait cette vocation à convaincre, non pas en rendant évident, je sais qu'on n'a pas cette prétention-là, mais en tout cas en rendant évident une notion du progressisme? Voilà pour ma première question.
Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup aussi à Marlène, à Stanislas et à vous tous de venir. Alors déjà qu'on passe toujours un peu pour des fous quand on s'intéresse à la politique comme on le fait tous, mais alors un vendredi soir à 19h, je pense que ça nous expose à beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Non, pour répondre tout de suite à la question sur le manifeste, nous on est parti en fait d'une forme de paradoxe qui est que l'élection de 2017 a complètement chamboulé le paysage politique. On a des partis que l'on croyait éternels, le Parti socialiste, les Républicains, qui se sont, pour certains, effondrés, comme le PS, pour d'autres considérablement fragilisés, comme la droite. De nouveaux partis qui ont pris un essor parfois inattendu, et au premier chef, la victoire d'En Marche et de tout ce à quoi nous avons contribué. Et en même temps, 2 ans plus tard, beaucoup de gens à la fois ne se reconnaissent plus dans la vie politique d'hier, mais ne savent plus très bien se repérer dans la vie politique d'aujourd'hui. Ils ne savent plus très bien se repérer face aux nouvelles forces, et puis ils ne savent plus très bien se repérer face aux nouveaux enjeux, aux nouvelles questions qui se posent. Et au fond, tout ça a créé une situation un peu de confusion qui concerne aussi beaucoup de gens qui ont pu se reconnaître en 2017 dans En Marche, dans les valeurs que défendait Emmanuel Macron, et puis dans tout ce qu'on fait depuis 2 ans. Et donc on s'est dit qu'il y avait un besoin de clarification de ce qu'était le progressisme, qui est une notion qu'on utilise beaucoup, mais qui est souvent mal comprise. Et au premier chef, c'est un devoir qui nous incombe à nous tous. C'est très important parce qu'on a laissé souvent le monopole de la définition de ce qu'on était à nos adversaires. Et donc on a laissé tous les autres nous caricaturer et dire vous êtes le parti des riches, le parti des villes, le parti des gagnants de la mondialisation, etc. etc. parce que nous, on n'a jamais su très bien dire, ou en tout cas très bien coucher par écrit, nos valeurs, nos principes, d'où on venait et puis où on allait. Et donc c'est d'abord pour ça qu'on a écrit ce livre. Donc ce livre est un outil de combat politique, c'est pour ça que c'est un manifeste, c'est pas une thèse, c'est pas une théorie, c'est pas un livre universitaire, il est court, on a essayé de le rendre en tout cas le plus clair, le plus accessible possible, et il s'adresse à tous ceux qui se sont reconnus et qui continuent à se reconnaître dans ces valeurs du progressisme, pour essayer d'avoir à la fois un outil de débat, de dialogue, de conviction à l'égard de ceux qui ne s'y reconnaissent pas, mais aussi, et c'est ce que tu disais et qui me paraît très important, pour ouvrir un débat entre nous. Et pour nous, notre livre n'est pas du tout un point final, on ne prétend pas du tout avoir le monopole de la définition du progressisme, bien au contraire, on en donne notre vision, et à la limite, plus ça crée de débats, de discussions entre nous, d'échanges, certains auront des corrections, des ajouts, des modifications, tout ça, c'est exactement ce qu'on essaye de créer, parce qu'aujourd'hui, quand on va dans une librairie, entre les rayons extrême gauche et les rayons extrême droite, il y a trop peu de livres qui provoque ce débat pour nous. Donc c'est d'abord pour ça qu'on a voulu l'écrire. Juste pour vous dire qu'on a commencé à écrire ce livre avec David il y a plus d'1 an, au début de l'année 2018, et que le moment dont j'avais le plus hâte, c'est ce soir. Alors je ne savais pas que ce serait le 12 avril à 19h au QG d'En Marche, mais on a créé En Marche tous ensemble en partant exactement de la base, de la réalité, du diagnostic, des citoyens. Bon. Et ça, c'est quelque chose, force est de constater, qu'on a un peu perdu le long de la route depuis l'élection en 2017, parce qu'on s'est coulé dans d'autres habits, des habits que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas, des habits qui impliquent d'être qui ministre, qui député, qui permanent d'un nouveau mouvement politique, et donc d'utiliser des outils qui sont des outils assez classiques, assez traditionnels, de l'administration, des lois, etc. Et voilà, la nouveauté qu'on a réussi à créer pendant la campagne, on l'a trop peu fait vivre ensuite. Et on pense avec David qu'une des raisons qui explique cela, c'est qu'on n'a pas été assez clair sur le fondement de ce qu'on pensait, de notre histoire, de ce qu'on voulait proposer, et sur la méthode avec laquelle on voulait le faire. Et donc ce livre, c'est vraiment notre réponse à ça. Et la raison pour laquelle on était aussi impatient de le partager avec vous, c'est que on a eu le sentiment de l'écrire d'abord pour vous, honnêtement, pour vous, pour que ça vous soit utile, et puis pour vous aussi, pour que vous nous fassiez un retour, que vous challengiez un petit peu ce qui est dedans, que vous nous disiez ce dans quoi vous vous reconnaissez, ce qui à l'inverse vous intrigue, ce qui vous déplaît, voilà, pour susciter un débat. Et je tiens à dire à la fois à ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, et puis ceux qui nous regardent sur Facebook, que nous, les prochaines semaines et les prochains mois, on les consacre exclusivement à ça. Et donc on a d'ores et déjà prévu un certain nombre de déplacements en France pour venir en discuter, et qu'on ira partout où on est invité. Voilà, donc il ne faut pas avoir de regrets pour ce soir, parce que c'est la première édition d'un format qui a vocation à se répéter le plus de fois possible. En tout cas, on est totalement disponible. Donc merci beaucoup à tous d'être là ce soir.
Merci beaucoup pour ces premières réponses qui sont très enrichissantes. Je vais rebondir tout de suite avec une question sur un sujet qui m'a vraiment interpellée dans votre livre et je trouve qu'il a été assez peu noté, qu'on vous a assez peu interrogé là-dessus et que pourtant c'est quelque chose qui me semble important et j'ai l'impression que c'est une des lignes directrices fortes de votre livre, c'est tout ce qui concerne la redistribution territoriale. Vous expliquez dedans que vous avez parlé précédemment des opportunités et de la maximisation des possibles, mais ça, je crois que vous avez pu beaucoup vous exprimer sur ce sujet dans différentes interviews. Mais vous dites aussi, tout le monde n'a pas vocation à aller habiter dans quelques grandes métropoles. Ce n'est ni envisageable, l'espace est limité, ni souhaitable. À mesure que la population augmente, la qualité de vie, encombrement, pollution, etc. s'y dégrade, ni même forcément souhaité. Pour tous les autres, nous devons lutter contre les inégalités géographiques par une politique de redistribution elle-même géographique. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer plus en détail ce que vous voulez dire par là ? Non, je crois que le point de départ, c'est d'observer que depuis 10, 20, 30 ans, on a vu une fracture se créer entre quelques grandes villes, où se concentrent les meilleures écoles, les meilleures universités, et puis les meilleurs services publics, et puis plus tard dans la vie, les meilleures entreprises, les meilleures opportunités professionnelles, et le reste du pays. Et donc il y a un écart énorme de perspectives, de chances que vous avez dans la vie, selon que vous grandissez à Paris ou à 150 km de Paris, dans telle grande ville de France, ou bien dans telle petite ville plus éloignée de ces centres-villes prospères. C'est quelque chose qui existe partout, dans tous les pays occidentaux. On l'observe en Angleterre, où la ville de Londres a concentré beaucoup de richesses au détriment du reste du pays, et c'est une des clés d'explication du Brexit. On l'observe aux États-Unis, avec la ville de New York d'un côté, la ville de San Francisco de l'autre, qui concentrent toutes les promesses d'un côté du numérique, de l'autre de la finance, et puis le milieu des États-Unis qui a été laissé à l'abandon, et à nouveau, c'est une des clés d'explication du vote Trump. Donc d'abord, ça, je crois que c'est un phénomène majeur. La deuxième chose, c'est que c'est un phénomène qui n'a jamais été pris en compte par les politiques publiques. C'est-à-dire que même celles qui voulaient prendre en compte les inégalités, donc plus généralement à la gauche du débat politique, les envisageaient de manière très classique entre des inégalités entre eux selon que l'on était plus ou moins riche ou plus ou moins pauvre. Seulement, grandir dans une classe moyenne parisienne et grandir dans une classe moyenne alors, quand on dit le nom d'une ville, on est toujours suspect d'eux, mais enfin, quand on grandit dans une classe moyenne à Limoges, c'est pas pareil, on n'a pas les mêmes opportunités que quand on grandit dans une classe moyenne à Paris. Et donc, il faut une redistribution spécifique, une redistribution géographique. C'est quelque chose qu'on a commencé à faire. Quand on a supprimé la taxe d'habitation, on a fait une baisse d'impôts qui était d'abord ciblée sur ces petites villes. Parce que c'est pas à Paris que la taxe d'habitation était élevée. Et donc, je reprends le même exemple de Paris et de Limoges. Je veux dire, quand on paye 400 € à peu près à Paris de taxe d'habitation, on en paye 1 200 € à Limoges. Donc quand on supprime la taxe d'habitation, on rend 400 € à Paris et puis 1 200 € à Limoges. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a commencé à faire et qui est très important et qui est totalement inédit. Je ne connais pas un autre pays où on a fait une redistribution géographique d'une telle ampleur, et la taxe d'habitation, c'est 6 fois l'ISF, à peu près. On en parle pourtant 100 fois moins. Mais il faudra aller, je crois, encore plus loin, et donc c'est ce qu'on essaye de développer dans le livre, de voir les nouvelles perspectives de redistribution géographique qu'il y a. La question fiscale doit encore être utilisée, et donc je pense que dans les prochaines baisses d'impôts qu'on pourra faire dans les prochaines années, il faudra toujours cibler les baisses d'impôts sur ces territoires qui sont le plus loin des grandes villes. Ça me paraît quelque chose de très important et de très en ligne avec ce qu'on a fait ces dernières années. Mais je crois qu'il y a aussi une politique de redistribution symbolique, une politique de redistribution du pouvoir à avoir. Et donc, je m'arrêterai là comme exemple, mais c'est ce qu'on propose sur des grandes institutions. Est-ce que la Banque de France, par exemple, doit être à Paris? En Allemagne, la Banque centrale est située à Francfort, elle n'est pas située à Berlin. Est-ce que tous les corps prestigieux, le Conseil constitutionnel, par exemple, symbole extrêmement fort de ce qu'est la République, est-ce qu'il doit être à 2 pas du palais de l'Élysée comme il l'est aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il doit être dans une autre ville, en Allemagne toujours? La Cour constitutionnelle est à Karlsruhe, une petite ville de l'ouest de l'Allemagne, mais pas à Berlin. Donc voilà, je pense que c'est toute cette perspective-là qu'on essaye d'ouvrir avec ce terme. Parfait. Est-ce que vous voulez commencer avec une question dans la salle? Est-ce que quelqu'un parmi vous a une question, monsieur? Mais la question, elle est cette redistribution ne peut se faire que si une partie des gens cesse d'être égoïste. Manifestement, il y a aujourd'hui, dans toute notre société, un certain nombre de gens qui vont bien et qui ne se posent pas la question qu'il y a des gens qui aillent mal. Comment peut-on arriver à faire comprendre à ces gens-là que plus il y aura de gens qui auront bien, meilleur ce sera?
Là, vous mettez le doigt sur, en termes pour le coup de stratégie politique, sur l'élément le plus essentiel pour les progressistes. C'est-à-dire que, quelque part, le point commun des progressistes, en tout cas en France, en tout cas dans ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, c'est pas un niveau de vie, c'est pas un niveau d'éducation, c'est même pas un endroit où on habite. Le principal point commun, c'est le fait qu'on est optimiste envers l'avenir. Alors évidemment, il y a une corrélation avec le fait d'être plus ou moins aisé, d'être plus ou moins éduqué, mais la corrélation la plus forte entre le vote et un critère explicatif, c'est l'optimisme. Et donc, quelque part, il faut que les progressistes ils convainquent les optimistes de s'engager pour les autres. Parce que vous avez évidemment raison, la racine des problèmes de notre pays, elle est d'abord auprès de ceux qui souffrent, qui sont dans les territoires déclassés dont parlait David, ou qui ont moins accès aux opportunités éducatives, financières, d'emploi, etc. Et donc il faut arriver à faire comprendre aux gens que quand on embauche des policiers, il vaut mieux les mettre là où l'insécurité est la plus forte plutôt qu'en bas de sa rue. Parce qu'en fait, en général, en bas de sa rue, c'est pas là qu'il y a le plus de problèmes. Une bonne manière d'y parvenir, c'est quand on arrive à se mettre d'accord sur la réalité de la situation. Et donc si je file l'exemple de la sécurité, c'est d'arriver à faire partager à chacun le fait que l'insécurité, elle n'est pas la même partout. Et que donc il y a des endroits où la police est plus nécessaire que d'autres. C'était un petit peu, même beaucoup, l'espoir qu'on avait quand on a fait la grande marche, dont je sais que certains visages que je reconnais ont participé, au printemps de l'année 2016, pour arriver à partager avec l'ensemble des Français un diagnostic sur ce qui fonctionnait ou pas dans notre pays. Et ça, c'est un sujet qui, en matière de politique publique, en France ou ailleurs, est systématiquement laissé de côté. C'est systématiquement, on apporte une solution à des problèmes que la plupart des gens ne sont pas conscients d'avoir. Donc on dit, on va créer un guichet à tel endroit, on va ouvrir un service public à tel autre, et puis on ne fait jamais le lien entre le besoin qui était sous-jacent et puis la solution qu'on apporte. Et donc c'est pour ça que nous, on a essayé dans le livre de développer beaucoup la méthode, d'ailleurs qu'on en fait un des 3 critères essentiels du progressisme, parce qu'on pense que le contenu du projet qu'on porte, il est adapté à une méthode en particulier, et que les autres méthodes sont moins favorables à l'établissement de ce projet. Et que dans ce projet, on accorde une place aussi importante à la nécessité de faire un diagnostic. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec le grand débat, quelque part. Il y a eu, avec les Gilets jaunes, le surgissement d'un mécontentement, un mécontentement qui était très légitime, parce que effectivement, ceux qui se sont mobilisés étaient ceux qui étaient frappés par beaucoup de contraintes en même temps. Ce sont ceux qui habitaient plus près des ronds-points que des centres-villes, ceux qui avaient besoin de beaucoup se déplacer, ceux qui n'avaient pas forcément les moyens d'acheter un véhicule qui consommait peu, et donc qui étaient particulièrement vulnérables à la moindre augmentation du carburant. Et donc quand on a augmenté la taxe, effectivement, ça les a fait déraper le budget, et donc ça a donné les moyens, les raisons légitimes de se mobiliser. Le problème plus profond de ça, c'est pas tant l'augmentation de la taxe sur le carburant, c'est les inégalités géographiques dont parlait David. Et donc pour arriver à ce que tout le monde soit d'accord, pour arriver à partager le fait que le sujet pour nous, c'est plus de faire en sorte que le travail paye, et donc que quelqu'un qui a un emploi, qui a un salaire, en retire un revenu suffisant pour pouvoir justement se loger, se déplacer avec sa famille, vous voyez que déjà il y a un petit décalage entre le ressenti, le symptôme, et puis le problème plus profond. Et donc ce travail-là, d'arriver à identifier les causes profondes des symptômes qui touchent les uns et les autres, c'est un travail de diagnostic, et il nécessite d'impliquer beaucoup l'administration, mais il nécessite d'impliquer énormément la société. Et donc c'est aussi un des points qu'on essaie de faire valoir dans le livre, qui est que sur ces sujets-là, c'est des sujets sur lesquels les citoyens doivent beaucoup plus être pris en considération et doivent beaucoup plus être mobilisés au sein des mouvements politiques, évidemment, même au-delà de ça. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels le fait de voir par les yeux des premiers concernés le problème et la solution qui est apportée modifie le dispositif qu'on pensait au départ le mieux adapté. Et donc voilà, je répondrai un peu trop rapidement, mais avec 2 éléments de réponse à votre question, monsieur. Il faut faire un diagnostic et il faut le faire avec ceux qui sont concernés. C'est comme ça qu'on arrivera à convaincre les gens de s'engager pour les autres. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Alors, il y a un micro qui circule dans la salle. Levez bien la main. Il y en a un devant. Oui, bonjour. J'ai vécu un certain temps à l'étranger. Et quand on vit à l'étranger, qu'on vit en France, on est surpris par plusieurs éléments. D'abord, je trouve qu'effectivement, mais ça, toutes les stats le disent, c'est que la France est un pays quand même où ça redistribue beaucoup et où en fait il y a beaucoup moins d'écart que. En fait, le pays étranger, c'était l'Allemagne. Et effectivement, je veux dire, les gens en Allemagne gagnent objectivement moins d'argent qu'en France. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés. Mais néanmoins, ils n'ont pas les mêmes inquiétudes que les Français. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que je trouve qu'il y a quand même une sinistrose, et notamment par les médias, qui, effectivement, voient toujours le côté un peu négatif, en tout cas, sont propres, effectivement, à faire du bashing, et je crois que malheureusement, ça date pas d'hier.
Et mon point, c'est effectivement, je pense que donc nous l'AREM, je pense qu'on n'a pas forcément la communication en fait qui va bien dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'on se retrouve en permanence avec des gens qui nous tapent dessus et avec des arguments des fois fallacieux, enfin même souvent. Et en fait, ma question, c'était sur la communication. C'est-à-dire que votre bouquin, il est formidable, moi j'adhère à tout. Mais la question, c'est est-ce qu'il y aura effectivement une politique de communication complémentaire, justement pour mettre en évidence ce qui marche bien dans les régions. Je ne sais pas, peut-être un journal, tout le hebdo ou un truc comme ça, qu'on pourra nous communiquer, et pour montrer que la France n'est pas un pays, justement, où les gens sont tristes, mais les gens sont optimistes, et ceux qui sont optimistes, ils réussissent. Je vais me permettre de dire 2 phrases avant de vous passer la parole. En fait, votre idée est une très bonne idée, puisqu'on est en train de travailler dessus avec Laurent Saint-Martin et quelques autres sous l'égide de Stanislas Guérini, à créer justement une revue du progressisme qui permette justement de communiquer un certain nombre de choses sur ce que fait le gouvernement, mais surtout sur les visions de la société que porte le mouvement pour maintenant et puis pour l'avenir sur la prospective. David, Ismaël. Juste en complément de la bonne réponse de Marlène, je pense que c'est là aussi un sujet qui rejoint beaucoup la question précédente et qui montre qu'on a besoin de relais qui dépassent les relais traditionnels. C'est-à-dire que la presse, elle est évidemment dans son rôle en étant indépendante, en décidant de ce dont elle parle, force est de constater que sur un certain nombre de sujets, elle parle de ce dont elle a envie de parler et pas de ce que nous considérons être important. Et quand je dis que c'est ce que nous on considère être important, il nous semble même que c'est objectivement important. Donc quand David disait on parle 100 fois plus de l'ISF que de la taxe d'habitation, c'est un exemple. L'ISF, on l'a fait pour des raisons qu'on est prêt à expliquer et à assumer. La taxe d'habitation, c'est beaucoup plus important. Et donc, c'est un des points sur lesquels je crois qu'il faut qu'on revienne à ce qui a fait notre singularité. Et je me souviens très bien, pour avoir été dans les premiers salariés du mouvement, moi j'étais en charge, en particulier, d'expliquer aux journalistes ce qui se passait. Et donc je devais leur dire, voilà, on a 1000 adhérents, 5000, 10 000, 20 000. Bon. Ils ne me croyaient jamais. J'ai même souvenir d'un moment, un rendez-vous avec plusieurs d'entre eux, qui me disaient, on sort de la rue de Solferino, donc du siège du Parti Socialiste, ils nous ont dit que c'était impossible. Donc c'est pas vrai. On avait fait faire un constat d'huissier pour montrer qu'on avait à l'époque 50 000 adhérents. Et puis j'avais dit, voilà, regardez, un constat d'huissier, il y a 50 000. Bon, ils ont dit, non, c'est des adresses e-mail, donc ça vaut rien. Et donc on a en permanence échoué à convaincre la presse de ce qui se passait avant que la campagne elle-même ne démarre et que là, les meetings leur montrent qu'il y avait du monde. Bon, on a un peu le même problème sur les sujets dont vous parlez. C'est qu'en fait, il n'y a rien de plus efficace pour faire parler des sujets qui comptent et de ce qu'on fait que nous-mêmes. Alors, en fait, quelque part, c'est une chance parce qu'on vit une époque dans laquelle les gens ont plus confiance dans leurs pairs, dans leurs proches, dans leurs collègues, dans leur famille, que dans les institutions. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, des raisons légitimes, puis des raisons un peu injustes. C'est un état de fait. Et donc, il faut savoir en jouer. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous se sente équipé pour pouvoir justement parler de ce que sont les vrais sujets, les vrais défis, expliquer ce qu'on est en train de faire pour y répondre. Et donc, c'est exactement une des ambitions pas du tout cachées de ce livre, que d'arriver à doter chacun et chacune d'entre nous, parce qu'on est tous comptables de ce qui a été fait depuis 2 ans. Je veux dire, moi, j'ai comme vous, le week-end auprès de ma famille, on me dit, voilà, on nous avait dit d'arrêter le truc, puis ça prend plus longtemps que prévu, puis en fait, ça se passe pas exactement comme on l'avait dit. Bon, ça se passe jamais comme prévu, ça c'est normal. Encore faut-il pouvoir l'expliquer. Et en fait, sur tous les sujets qui nous sont reprochés, en réalité, si on prend le temps d'expliquer, la conviction, elle est assez facile à faire, parce qu'on a des bonnes raisons de le faire, d'avoir pris un peu plus de temps, d'avoir choisi une autre approche. Bon. Et donc, voilà, le constat est fait que c'est pas facile de le faire via la presse, parce qu'elle n'est pas toujours intéressée par ça. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on le fasse par nous-mêmes, alors soit par le média dont parlait Marlène, mais même très directement, très personnellement. Chaque fois que l'un d'entre nous a une conversation sur un des sujets fait par le gouvernement ou pas, mais un des sujets qui font qu'on s'est engagé, qui font qu'on est passionné par telle ou telle difficulté du pays, telle ou telle solution à lui apporter, on fait avancer un peu la cause. Voilà. Et on participe de la propagation des idées. C'est pour ça, c'est en ce sens-là qu'on dit que ce livre, c'est un objet de combat, dans le bon sens du terme, pas du tout de combat politicien. Il n'y a pas une once d'attaque contre qui que ce soit, il n'y a pas des formules qui claquent contre les uns et les autres, mais voilà, l'idée, c'est une boîte à outils qui permettent à chacun, du coup, de faire avancer un peu la cause dans son environnement. David, tu veux rajouter un truc ? Non, je voulais simplement donner un exemple aussi pour montrer qu'il ne faut jamais se laisser impressionner, je trouve, par les commentaires médiatiques. C'est quand on a fait la campagne en 2017, on a été le principal parti qui a mis la question du travail au cœur de notre ADN. Si vous voulez, à gauche, il y avait la redistribution, c'était le revenu universel de Benoît Hamon, je ne parle même pas de Jean-Luc Mélenchon. Et puis à droite, c'était avec François Fillon et Marine Le Pen, beaucoup plus des questions identitaires. Bon. Tout le monde à l'époque trouvait qu'on avait un positionnement un peu bizarre, etc. Pourtant, on avait senti ça, l'idée qu'il y avait un besoin d'émancipation
de libération par le travail, mais qui n'étaient pas satisfaits dans la société actuelle au moment de la Grande Marche, pas par la presse. 2 ans plus tard, il y a les Gilets jaunes. Et donc, ils viennent tous nous voir en disant bah, « vous n'avez rien compris, ça prouve bien que vous étiez complètement à côté de la plaque ». Mais qu'est-ce que les Gilets jaunes demandent? Ils ne demandaient pas plus d'impôts. Ils demandaient plutôt au contraire moins d'impôts. Ça, c'était la mauvaise nouvelle pour la gauche. Donc, leur diagnostic était erroné. Et puis, les Gilets jaunes, contrairement à ce que la droite aurait probablement bien aimé, bah, ils n'allaient pas demander... en tout cas, la grande majorité des gens qui ont soutenu les Gilets jaunes n'allaient pas demander la peau des immigrés ou telle revendication identitaire. C'est la question du travail qui était au cœur. Donc ça montre bien qu'on était en phase avec les aspirations profondes des gens, en quelque sorte par-delà les relais médiatiques et politiques traditionnels qui, eux, étaient beaucoup plus à côté et qui, je crois, le restent beaucoup. Et moi, du coup, j'ai une petite question à vous poser. Juste, faut nous dire si vous avez l'impression qu'on répond pas aux questions. Parce que l'idée, c'est que non, mais qu'il y a un droit de suite. Voilà, on essaye de répondre entièrement au truc, mais il ne faut pas hésiter à redemander la parole pour nous dire voilà, moi, c'était pas ça l'angle de ma question, où je considère que la réponse n'est pas suffisante. Pardon. Non, je t'en prie. J'ai 2 questions, du coup, parce que vous évoquiez les Gilets jaunes. La première, c'est est-ce que vous considérez qu'on peut dire que les Gilets jaunes, en faisant une grosse globalisation dans leur ensemble, sont progressistes, dans la mesure où vous expliquez dans votre livre que le progressisme, c'est aussi partir du bas, faire ensemble, etc. Donc est-ce qu'on peut dire que d'un point de vue intellectuel, en fait, ils sont progressistes? C'est la première question. Et la deuxième, c'est comment vous définissez le populisme? Parce que vous expliquez dans votre livre que le populisme, c'est pas un projet, mais c'est une stratégie. C'est 2 choses différentes. Et du coup, comment vous les qualifiez à cet égard? Il y a toujours une répartition assez savante des réponses entre Ismaël et moi, mais non, sur la question des Gilets jaunes, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont progressistes. De toute façon, les Gilets jaunes, c'est très difficile de savoir qui c'est, parce qu'il y a eu ceux qui se sont organisés, structurés, ceux qu'on a vus à la télé, dont on a appris souvent que beaucoup venaient... étaient loin en tout cas d'être des amateurs en politique, venaient pour beaucoup d'extrême droite, etc. Bon, il y a ceux qui étaient sur les ronds-points. C'est déjà d'autres gens. Là, pour le coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient très en colère, mais qui, eux, ne faisaient pas de politique traditionnelle et qui ont eu un sentiment souvent très légitime depuis très longtemps d'abandon. Et puis, il y a eu un moment, 70% des Français qui ont soutenu le mouvement. Donc, je crois qu'il y a une complexité de ça. Ensuite, je trouve que la question qui se pose à nous, c'est d'abord, est-ce que les progressistes sont bien placés pour répondre aux Gilets jaunes? Et là, je crois précisément que oui. Donc, je vais reprendre ce qu'on disait juste avant. Je crois que ce qu'on voit au moment des Gilets jaunes, c'est ce qu'on appelle dans le livre la société de la frustration. En fait, ce qu'on voit dans ce mouvement, c'est une immense frustration par rapport à une promesse qui est déçue. Et la promesse, on peut la résumer en un sens très simple, c'est que souvent la société a dit aux gens, si tu veux, tu peux. Donc si tu travailles, si tu fais tous les efforts bien, si tu vas au boulot tous les matins, parfois très tôt, etc., tu arriveras à t'en sortir par ton travail. Et ce que beaucoup de gens constatent depuis 10, 15, 20 ans, c'est que c'est pas vrai. Et c'est que quand on n'a pas eu le bon diplôme à 20 ans et qu'on ne travaille pas dans le bon secteur, dans la bonne entreprise, on a beau se battre comme un fou, on a beau se démener, on a beau multiplier, parfois même en faisant plusieurs emplois, alternant les contrats, etc., on arrive de moins en moins à s'en sortir. Et ça, c'est vrai, c'est pas du tout une perception. En 10 ans, le pouvoir d'achat a stagné, et puis ça nous renvoie à la question géographique dont on parlait, quand on doit prendre sa voiture parce qu'on habite à 30, 40, 50 km de son lieu de travail, que les enfants en plus sont pas toujours au même endroit que là où on travaille ni que là où on habite, et que le prix du carburant augmente, et là on a le sentiment d'être noyé. Et donc c'est un grand sentiment de frustration, alors que la demande n'est pas qu'on fasse à la place. C'est pas de dire je voudrais que l'État me donne X euros de plus, c'est juste la demande à la fois la plus simple et la plus légitime qui soit, c'est de dire je veux juste qu'avec mon travail, je puisse m'en sortir. Et donc là, je pense qu'on est au cœur de ce que doit apporter le progressisme, et ça nous ramène à la fois tout ce qu'on fait depuis 2 ans. Donc, on a parlé à la fois de la revalorisation du travail. Je veux dire, on a fait aussi, dans la même comparaison avec l'ISF, quand on a mis 1 euro pour soutenir le capital avec la réforme de l'ISF, on en a mis 3 pour soutenir le travail, on ne nous en parle pas. Peut-être qu'on l'a fait trop tard. Je crois qu'on l'a fait beaucoup en décembre. On aurait dû probablement le faire avant. Probablement que ça a été ça, une des erreurs de mise en œuvre pendant ces 2 dernières années. Mais toujours est-il qu'on l'a fait et qu'on est les seuls qui l'avons fait avec une telle ampleur depuis bien longtemps.
Il y a la question géographique, on en parlait, et elle est pour moi du même ordre. Donc je pense que pour répondre à cette frustration et pour permettre aux gens de choisir leur vie, pour reprendre ce qui était notre slogan, je crois qu'on est quand même, on reste les mieux placés pour le faire, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler dans ce sens. Juste avant de répondre à la question sur les populistes, et pour faire suite aussi à ce que vous nous demandiez, pour nous, il y a un point qui est important, qui est qu'il faut être clair sur qu'est-ce que c'est l'ennemi principal du progressisme. Et pour nous, c'est les injustices plus que les inégalités. Alors quand on dit ça, on se fait attaquer en disant ben voilà, ça prouve bien que vous êtes du côté de ceux qui ont déjà tout, etc. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que on considère qu'il serait mensonger de prétendre qu'on pourra aplanir complètement la société et qu'il n'y aura plus une tête qui dépasse. Bon. Alors on voit bien, ça paraît être une évidence quand on ne parle pas de politique, mais on voit bien qu'il y aura toujours, dans n'importe quel secteur, artistique, culturel, financier, peu importe, des gens qui s'en sortiront mieux parce que ils feront plus d'efforts, peut-être qu'ils auront plus de chance. Bon. La solution pour égaliser, elle a déjà été essayée par le passé ailleurs, c'est de le faire par le bas. On voit bien que ça a partout créé une catastrophe et que ce n'est évidemment pas souhaitable. En revanche, ce qui nous paraît scandaleux, c'est que quelqu'un qui justement se donne les moyens d'eux, c'est-à-dire quelqu'un qui fournit les efforts, quelqu'un qui va au bout du mérite, n'obtient pas en retour le retour auquel il aurait le droit. Et donc pour reprendre une comparaison, la France aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, elle n'est pas plus inégalitaire que sous le général de Gaulle en termes de distribution de revenus. Bon. C'est peut-être assez éloigné des perceptions, mais la réalité c'est celle-là. En revanche, elle est beaucoup plus injuste. C'est-à-dire qu'il y a toujours un écart entre le salaire de l'ouvrier et le salaire du cadre, mais ça, il ne nous paraît pas que ce soit en soi anormal. Après, il faut que l'écart soit légitime, mais en revanche, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour l'ouvrier de devenir cadre, parce qu'il ne travaille pas dans la même entreprise que le cadre, parce qu'en fait, il n'a pas eu accès au même diplôme, etc., etc. Donc, voilà ce qui est pour nous le combat principal, même principiel du progressisme. Ensuite, pour répondre à la question sur le populisme, effectivement, on a regardé un peu d'assez près ce que proposaient les populistes en France et puis à l'étranger en essayant de voir qu'est-ce qui les rassemblait, qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait dire effectivement, qu'est-ce qui permettait de distinguer un populiste d'une autre orientation politique. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'en fait, le projet importe peu. Ce qui compte, c'est la stratégie. Donc ce qui définit pour nous le populisme, c'est une stratégie de conquête du pouvoir. Et pour le dire rapidement, il y a 3 éléments. D'abord, on décide, on proclame qu'on a le monopole du peuple. Donc on dit, voilà, le peuple, c'est nous. Et donc on voit bien que ça conduit à chaque fois que le peuple nous soutient en tant que populiste à être content, puis dès qu'il ne nous soutient pas, à considérer que ce n'est pas le vrai peuple. Donc tout de suite, il y a une contradiction qui est irréductible. Deuxième élément, on désigne un bouc émissaire. On dit, voilà, la situation est dramatique. Et d'ailleurs, les populistes sont souvent les premiers dans les pays à reconnaître une situation de souffrance. Donc la situation de la société de la frustration dont on parlait avec David, les populistes français ont été les premiers à dire effectivement, le si on veut, on peut, c'est pas vrai. Et ceux qui continuent de vous dire ça, ils ont tort. Et ils avaient raison de dénoncer cette imposture. Le problème pour nous, c'est qu'ils considèrent que la faute en revient à une catégorie de la population. Et donc là aussi, pour le dire vite, pour l'extrême droite, ce sont les Noirs et les Arabes. Et puis pour l'extrême gauche, c'est les riches et les élites. Et ils nous disent, si on arrive à leur prendre ce qu'ils ont, ou à les faire partir, tout ira mieux. Bon, la réalité, elle est bien différente de celle-là. Et puis d'ailleurs, même ceux qui ont essayé, et qui essayent aujourd'hui dans d'autres pays qu'en France, montrent bien qu'il n'y a pas de solution à ça. Et le troisième élément qui est important pour nous, c'est l'exacerbation de la violence. La violence politique, la violence verbale, le fait de refuser de reconnaître qu'on a un patrimoine commun, et qui fait que, honnêtement, moi je ne déteste personne en politique, j'ai de respect pour tout le monde. Il y a des gens dont je combats les idées farouchement, mais les personnes, je ne hais personne. La violence à laquelle nous ont habitués certains leaders populistes, en France ou ailleurs, c'est quelque chose qui est en fait une attaque contre notre bien commun à tous, au-delà du progressisme, au-delà des valeurs des uns et des autres, c'est-à-dire ce qui fait qu'on fait société, donc ce qui fait qu'on est capable de se parler, de débattre, et qu'à la fin on est dans un jeu démocratique qui permet des alternances. Voilà, c'est pour ça que pour nous le populisme c'est une stratégie. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Où est Clémence? Il y en a plus, il y a devant, au milieu. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur la méthode, ce que Ismaël évoquait, et prendre peut-être l'exemple que David citait de la politique de redistribution géographique, parce qu'en tant que premier marcheur, on est un petit peu sur notre faim sur la méthode.
Et à quoi vous attribuez le fait que l'équipe n'arrive pas à mettre en place une méthode véritablement nouvelle, progressiste de préparation des réformes? Je voudrais prendre quelques exemples. Il y a des réformes qui ont été plutôt bien menées, comme les lois travail, ou plutôt bien préparées, comme les retraites, mais qui font appel à des méthodes, somme toute, assez classiques. Je pense que sur la retraite, elle est bien menée, plutôt mieux menée que par le passé, avec les syndicats. Je pense que Deloitte fait un très bon travail, mais on est encore dans des préparations assez classiques de réformes. Par contre, il y a un sujet qui, pour moi, avait été très bien traité et qui a complètement fait pchit, c'est la politique de la ville, qui avait été préparée avec des acteurs de terrain, avec des ONG, avec des gens qui connaissaient le sujet. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés là-dessus. Pourquoi ça a fait pchit? Pourquoi ça n'a pas marché? Alors qu'il me semble que ça fait partie de la méthode que nous revendiquons et qui peut changer les choses. Et je pense qu'on est au cœur des vrais sujets qui divisent la société aujourd'hui. C'est que les citoyens n'ont pas l'impression qu'ils ont le droit de contribuer à la préparation des réformes, ou en tout cas qu'ils ne peuvent même pas avoir accès à l'explication des réformes. Et j'aimerais bien avoir votre avis, vous qui étiez au cœur du système à l'époque, pourquoi ce sujet-là particulier n'a pas fonctionné? Non, sur la politique. Pardon. Non, d'abord, je veux faire un mea culpa. On n'est pas du tout spécialiste de tous les sujets, donc je pense que, en tout cas, beaucoup moins que beaucoup d'entre vous dans la salle. Donc sur la politique de la ville en particulier, je pense que je connais beaucoup moins bien le sujet. J'aurais pas la prétention d'avoir une explication satisfaisante. Mais je pense que la question est beaucoup plus large que ça, en fait. C'est-à-dire, nous, on a été traumatisés, je crois qu'on peut le dire avec Ismaël, par un sondage qui a été fait un an après l'élection, en 2018, par le Cevipof, et qui montrait que la situation personnelle de 95% des gens le déclaraient en tout cas, c'était ou bien avait stagné, ou bien s'était détérioré depuis un an. Et pourtant, on avait fait beaucoup de réformes. Et donc, on s'est interrogé, c'est à ce moment-là où la question de la méthode nous est revenue en pleine figure, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a raté pour que malgré toute l'activité qu'on a déployée, et je crois que pour le coup, personne ne reproche au gouvernement ni aux parlementaires d'avoir économisé leurs forces pendant un an. Il y a eu énormément de réformes, énormément de lois, vous citiez sur le travail, et pourtant, ça n'avait pas assez changé la vie des gens, et je crois que c'est là où vous avez tout à fait raison, c'est là où on n'a pas du tout assez embarqué les citoyens dans la transformation du pays. Alors pourquoi on ne l'a pas fait? D'abord parce qu'on a voulu aller très vite, parce qu'il y avait un sentiment d'urgence, et quand on va vite, on prend un peu les instruments qu'on a sous la main. Et l'instrument qu'on avait sous la main, c'est l'État français tel qu'il fonctionne depuis des décennies, sinon des siècles. Mais clairement, la manière dont l'État fonctionne aujourd'hui n'est plus adaptée à la société, et donc ne permet pas de la changer en profondeur. Je vais prendre un exemple des choses à changer, je le dis d'autant plus qu'il y a Marlène juste à côté de moi, qui est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a eu un grand changement qui a été fait dans les 2 premières années, puisqu'on est passé, tu le dirais bien mieux que moi, mais d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. C'est-à-dire qu'on a forcé d'abord les grandes entreprises, et puis ensuite la plupart des entreprises, à publier ce qui était la réalité concrète dans l'entreprise en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. Quels étaient les écarts de salaire, et puis quels étaient les écarts de poste, de responsabilité. Avant, ce n'était pas le cas. L'information, on ne la connaissait pas. On demandait juste aux entreprises d'envoyer de la paperasse tous les mois ou tous les ans pour dire que bon, elles faisaient des efforts. Et donc, on a changé ça. Maintenant, est-ce que ça suffit? Pas encore, probablement. Parce que pour que ça marche très bien, il faut que les citoyens s'en emparent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner une amende aux entreprises qui se comportent mal en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. Par contre, si demain, vous avez des citoyens qui disent moi, en tant que consommateur, je n'ai plus acheté des produits d'une entreprise qui se comporte de manière détestable envers les salariés femmes, si tout va bien, si les banques disent moi, je ne prêterai plus, comme je le faisais en tout cas jusque-là, à des entreprises qui se comportent de manière détestable, si les fournisseurs, etc., on va avoir une pression sur les entreprises qui est phénoménale. Et donc pour ça, on a besoin d'engager les citoyens. On a besoin de recréer ce lien avec la société, de penser la manière dont, alors je ne sais pas, peut-être qu'en scannant le code barre des produits dans les magasins, on pourra voir ce qu'il y a derrière en termes de production et d'égalité entre les hommes et les femmes. Mais en tout cas, on voit bien que c'est comme ça que l'action publique peut être rendue beaucoup plus efficace. Je le résumerai en fait d'une formule qui est que... Pardon, il faut que je rapproche mon micro, c'est ça? Non, il faut que je le
tape. C'est bon? Ouais. Ah, il faut pas que je touche. Pardon, c'est bon? Je touche plus à rien. D'accord. Effectivement. Et donc, bon, pardon, je recommence alors. Mais, non, et donc, en fait, on a besoin de recréer ce lien parce que tous les mouvements politiques traditionnels ont eu un relais dans la société. La gauche avait les syndicats. On voit clairement que les syndicats sont aujourd'hui en perte de vitesse. La droite avait beaucoup plus les notables. Et on voit bien aujourd'hui que les notables n'ont plus le poids qu'ils avaient dans le passé, et puis c'est sûrement assez heureux. Et donc nous, en fait, les progressistes, il faut que ce soit les gens tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont des capacités d'agir qu'ils n'avaient pas jusque-là. Avec les instruments du numérique, on en parlait en prenant l'exemple du fait qu'on pourrait peut-être scanner ces produits pour voir quelles sont leurs provenances, etc. Ah, ça n'existait pas il y a 30 ans. Et donc ça donne un pouvoir immense aux citoyens d'action directe et en complémentarité avec l'État. Et donc je pense que c'est toute cette méthode-là qu'on doit inventer. Et on ne l'a clairement pas assez fait pendant les 2 premières années. Ça explique probablement une partie du retard qu'on a pris pour être à la hauteur des attentes en 2017. Et en tout cas, je pense que c'est clairement un chantier qui concerne bien sûr le gouvernement, mais qui concerne En Marche, qui nous concerne tous en tant que citoyens, et puis qui concerne d'ailleurs beaucoup plus largement que ça, les associations, les syndicats, enfin toutes les organisations de ce pays. Juste pour revenir aussi sur une autre partie de la question, qui est voilà, le retour d'expérience. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles ça ne s'est pas passé comme prévu? Alors c'est un sujet assez épineux parce que ça oblige à parler de l'administration. Et l'administration en France, d'abord, c'est beaucoup de gens. Ensuite, c'est beaucoup de gens qui travaillent beaucoup. C'est beaucoup de gens qui travaillent avec dévouement, avec des valeurs de service public, de loyauté, etc. Donc ce qu'on va faire là, ce n'est pas le procès des gens qui composent l'administration. En revanche, on s'est aperçu progressivement que la culture de l'administration n'était pas adaptée au projet qu'on portait. Pour le dire très vite et de manière un peu trop caricaturale, il y a une obligation de moyens, il y a assez peu d'obligation de résultats. Et donc, trop souvent, l'administration considère que le jour où la maison ouvre, le guichet ouvre, le texte est appliqué, le travail est fait. Et il y a trop peu de gens qui se soucient de ce que des gens viennent au guichet obtenir ce pourquoi il a été créé, que des gens viennent dans la maison qui a été construite, que le texte qui a été voté soit appliqué, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en servent. C'est un problème qui est très profond et qui implique de changer assez radicalement la manière dont l'administration fonctionne. Ça veut dire qu'il faut considérer que le plus important, c'est le fonctionnaire qui est au contact des gens, et donc c'est celui qui est derrière son guichet, c'est le prof qui est dans sa classe, c'est l'infirmière qui est à côté du malade, et ça n'est plus le haut fonctionnaire dans le ministère. Ça, c'est une révolution culturelle assez forte en France, parce qu'on a, vous le savez aussi bien que moi, une tradition élitisme, de sélection des plus hauts potentiels, qui vont faire les meilleures écoles, et puis qui du coup vont diriger de tout en haut les choses. Il y a un deuxième problème, qui est un problème d'organisation, qui est qu'en fait, l'organisation gouvernementale, ministérielle, elle réplique exactement les oppositions de la société. Tous les sujets importants qu'il faut qu'on traite, ils concernent plusieurs ministères. Si on parle par exemple de la sortie du glyphosate des exploitations agricoles, ça concerne le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition environnementale, de la Santé, peut-être de l'Économie aussi. Si on parle de la politique d'asile, ça concerne le ministère de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, peut-être encore d'autres. Donc tous les sujets concernent ainsi plusieurs ministères. Ça, évidemment, le simple fait que ça soit plusieurs ministères qui soient concernés, ça crée déjà un problème d'efficacité. On sait très bien que quand il y a 3 équipes qui sont chargées d'un projet plutôt qu'une, c'est moins facile. Ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire quand elles poussent toutes dans la même direction. Mais très souvent, en fait, on voit bien que les intérêts, entre guillemets, légitimes d'une administration ne sont pas les mêmes que celles d'en face. Et donc, il y a des tensions historiques, parfois ponctuelles, entre deux administrations. Et donc, nous, une des leçons qu'on a tirées, une des propositions qu'on fait dans le livre, c'est de nommer des ministres qui soient plus seulement ou plus même totalement des chefs d'administration, mais des chefs de projet. Et donc on dirait, voilà, tel ministre est chargé de faire en sorte que dans 3 ans, il n'y ait plus de glyphosate qui soit utilisé en France dans les exploitations agricoles, et il aurait autorité autant que de besoin sur l'administration de la santé pour ce qui concerne son sujet, de l'environnement, etc. Et puis il y a un dernier sujet, un dernier problème d'administration, qui est qu'elle n'est plus adaptée à la manière dont la société fonctionne. Et donc même quand on prend l'exemple de la réforme du marché du travail, dont vous disiez qu'elle avait été bien préparée, c'est vrai, on l'avait fait le diagnostic, on l'avait annoncé pendant la campagne, ça avait d'ailleurs été un des arguments de campagne de l'élection législative, on était les seuls à dire, oui, même après ce qui s'est passé en 2016, en fait le travail il n'a pas été terminé, il faut aller jusqu'au bout, et donc on a fait très tôt une réforme massive.
dans laquelle on investit beaucoup de capital politique. Bah, le résultat aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur. Parce qu'en fait, on a créé des outils. Et d'ailleurs, c'est tout à fait dans notre identité, c'est-à-dire qu'on n'a pas obligé quiconque à faire quoi que ce soit, on a juste autorisé au sein des entreprises, quelle que soit leur taille, les employés à négocier avec les employeurs des conditions de travail qui peuvent déroger, sous certaines conditions, à la loi. Et donc, être plus appropriés à l'activité, à la période de l'année, au territoire, peu importe. Mais il y a trop peu d'entreprises aujourd'hui qui s'en servent. Et ça aura un impact, ça peut avoir un impact immensément puissant, mais à condition que les gens s'en servent. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas suffisamment le cas. Ce n'est pas sur un rythme qui permet de se dire que dans 2 ans ou dans 3 ans, bah, la moitié ou le tiers ou les 3/4 des salariés auront pu prendre un peu en main avec, en négociation avec leur employeur la manière de travailler. Et donc même sur un sujet comme ça, sur lequel pour le coup l'administration a fonctionné de manière appropriée, c'est-à-dire en allant vite, en créant des outils à destination des autres, on voit bien qu'il manque encore une étape, il manque un échelon. Il manque la logistique un peu du dernier kilomètre, comme on dit dans le milieu de la logistique. Et c'est sur ça qu'on a besoin que la société s'implique. Alors là, en l'occurrence, c'est évidemment le travail des syndicats. Et on a été souvent caricaturé en disant les syndicats, vous n'en avez rien à faire, vous leur marchez dessus. Ce n'est pas vrai du tout. On considère que les syndicats, ils sont immensément utiles dans ces situations-là. Et que les syndicats, ils ne sont pas mieux placés, personne n'est mieux placé qu'eux pour justement créer, déclencher ces négociations, intéresser les salariés au fait qu'elles se déroulent, faire en sorte que les patrons s'assoient autour de la table pour discuter. Mais dans plein d'autres sujets, ce n'est pas le rôle des syndicats forcément, ça va être le rôle des associations par exemple. Et pour nous, ce n'est pas un hasard si depuis 30 ans, la désaffection pour les partis politiques s'est croisée d'une affection croissante pour les associations. Ça montre bien qu'il y a une envie d'engagement, il y a une envie d'utilité, il y a une envie d'action dans la société française. Bah voilà, le paradoxe, c'est qu'elle ne se fait plus dans la politique, elle se fait dans les associations. Et c'est pour ça que nous, on a parlé dans notre livre d'associations intermédiaires. On pense que c'est aujourd'hui beaucoup des associations qui font et qu'il faut leur donner les moyens de faire plus encore. Et qu'elles doivent être, du coup, au service de leurs adhérents, au service des causes qu'elles défendent, qu'elles font avancer sur le terrain, et que le rôle de l'État, en réalité, c'est de les aider, les accompagner à faire plus, à faire mieux, à faire en plus de territoire. Donc voilà, c'est un peu abstrait tout ça, parce qu'on est obligé de dire vite, mais pour nous, c'est vraiment la leçon principale qu'on a tirée des 2 années qu'on a passées à l'Élysée. C'est qu'en fait, il ne suffit pas de se battre dans une campagne électorale, de passer des lois, de prendre y compris les textes d'application, parce que vous savez qu'il y avait un problème très français qui était qu'on votait des lois, puis derrière, en fait, elles n'étaient jamais appliquées parce que personne ne se préoccupait des textes. Bah, c'est plus le cas, maintenant ils sont pris, mais ça ne suffit pas encore. Et donc le dernier kilomètre, il est à la fois de la responsabilité de l'administration, et pour ça, il faut qu'elle change, mais il est aussi de la responsabilité pour nous, de la société, des individus, des associations, d'En Marche, évidemment. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut donner un micro, une question à une femme, peut-être? Ouais. Ah ouais. Merci Marlène. Derrière. Bonsoir à tous, Véronique Beauregard. Le progressisme est un concept qui est lié à tous les citoyens. Et En Marche a prouvé qu'on pouvait faire autrement la politique. Je voudrais savoir une chose. Nous avons essayé de montrer nos efforts, mais pourquoi nous ne pouvons pas, malgré le fait que d'autres partis ne sont pas avec nous, essayer de déjà dire qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, dire qu'est-ce qu'ils ont fait de bien. Oui, ça marche. Ça marche, oui, ça marche. De dire qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou pas. Question de montrer quand même qu'ils ont composé avec nous, qu'ils essaient de donner des efforts par rapport à leur parti politique pour rester dans ce système de fédération que nous avons cherché depuis le début, pour essayer de montrer que nous faisons autrement la politique que les autres. Voilà. C'est une question très intéressante et si je peux me permettre de la poursuivre, il y a un moment qui m'a étonnée dans votre livre où vous dites, alors dites-moi si je caricature vos propos parce que je le dis de mémoire, mais vous dites en gros que Marine Le Pen, vous la trouvez presque light parce qu'elle n'arrête pas de citer la République et le général de Gaulle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question, sur les autres partis politiques ? Est-ce que j'ai bon dans mon résumé très caricatural de vos propos ? Trop caricatural. Oui, trop caricatural. Effectivement. Enfin, dit comme ça, c'est... Non, on dit... Alors, pour remettre en perspective, c'était, je crois, le moment où on comparait quand même Marine Le Pen au régime de Vichy. Et donc, effectivement, on disait que
l'extrême droite avait un peu perdu en comparant au maréchal Pétain en virulence. Ça, je pense que ça remet un peu en perspective. C'est beaucoup mieux dit, c'est vous qui l'avez écrit. Exactement. Mais non, on dit ça à ce moment-là juste pour donner un peu le contexte, parce qu'au moment où on essaye d'expliquer pourquoi on pense que le clivage gauche-droite, c'est un peu épuisé. Et donc on dit le clivage gauche-droite c'est épuisé, pas seulement pour des raisons anecdotiques. Alors, bien sûr, il y a toujours des circonstances dans la vie politique. Donc on nous répond toujours ah bah oui, mais franchement, s'il n'y avait pas eu, je caricature un peu, mais s'il n'y avait pas eu les costumes de François Fillon et le choix de Benoît Hamon au PS, et la gauche et la droite se porteraient toujours très bien. Je crois que c'est pas du tout vrai. D'ailleurs, si c'était vrai, on ne l'observerait pas un effondrement de la gauche et la droite traditionnelle dans tous les autres pays à l'étranger qui n'ont connu ni les costumes de François Fillon ni le choix de Benoît Hamon. Et puis ce serait vrai aussi si on ne voyait pas que ça faisait longtemps que c'était en germe et que finalement le fait que de plus en plus de gens ne se reconnaissaient pas dans la gauche et dans la droite ne date pas d'hier. Donc pour revenir au clivage, on dit voilà, il y a une raison profonde à ça qui est que l'opposition entre la gauche et la droite se portait sur des débats qui sont devenus paradoxalement beaucoup plus consensuels. Il y avait une opposition qui était de dire, si je caricature un peu, mais plus ou moins de marché, plus exactement, est-ce qu'on sort du capitalisme ou est-ce qu'on y reste? Bon, c'était la grande opposition de la gauche et de la droite depuis la fin du 19e siècle. C'est une opposition qui s'est un peu figée. Je veux dire, finalement, maintenant, on a une économie de marché d'un côté et un État-providence très fort de l'autre. La gauche ne propose plus de sortir de l'économie de marché et la droite ne propose pas de démanteler l'État-providence. On est à 50% de dépenses publiques. On a un débat, on l'a d'ailleurs tous les jours, sur le montant des impôts. Bon, personne ne propose de multiplier par 2 ou diviser par 2. Donc ce débat-là est un peu moins brûlant qu'il n'était hier. Et puis il y avait l'autre débat, on en parlait il n'y a pas longtemps, qui est le débat plus des libertés personnelles et qui est la question de savoir, si je caricature un peu, mais c'était plus ou moins de curé. C'était un peu le débat entre la gauche et la droite, entre une droite conservatrice, plutôt en matière de mœurs, une gauche qui était beaucoup plus en faveur des droits. Et finalement, on voit aussi que ce débat, c'est un peu figé au sens où, du point de vue de la gauche, il reste beaucoup moins de droits à conquérir dans le domaine individuel qu'il n'y en avait il y a 40 ans. Et puis du point de vue de la droite, elle a fini par avaliser la plupart de ces grandes conquêtes. Et quand on voit le dernier grand débat qu'il y a eu, qui était le mariage, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2013, on voit que ça a été sur le moment vécu comme un immense affrontement de la gauche et de la droite, avec une droite qui en faisait un combat civilisationnel, mais au fond la gauche qui disait voilà, c'est notre grand combat, etc. Et on voit que 6 ans plus tard, au fond, la droite ne propose même plus de revenir dessus. Dans le programme de François Fillon, il n'y avait pas l'idée. Et donc, ça montre bien que ça n'a plus la centralité dans le combat politique que ça avait. Et donc, par rapport à tous les autres sujets dont on parlait, la question du travail, la question des inégalités géographiques, mais beaucoup d'autres dont on pourrait parler, l'Europe, l'environnement, on voit bien que le débat politique s'est déplacé et que donc la gauche et la droite sont en quelque sorte un peu mortes de leur belle mort. Donc voilà, c'était un peu, Oui, ça nous a emmené un peu loin. Mais... Non, pas du tout. Ce que vous dites dans le livre, c'est que petit à petit, la plupart des conservateurs se résignent aux conquêtes sociétales. Exactement. Et défendent des combats de plus en plus étroits. Ce que tu disais, opposition droit de vote des femmes, puis à l'IVG, mariage homosexuel et maintenant PMA. Ouais. Je vais revenir sur la question de Véronique, c'est ça? Ouais. Non, c'est un point qui est vraiment essentiel pour nous. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si au début, quand En Marche a été créé, on a fait un choix qui apparaissait comme étant délirant aux yeux des experts, de dire on accepte la double appartenance à En Marche. Vous pouvez avoir été et être encore militant ailleurs, tant que vous adhérez à la charte, aux valeurs, au contenu, au projet d'En Marche, vous êtes les bienvenus. D'abord parce que pour nous, il y avait des progressistes avant nous. Il ne faut pas prétendre qu'on a inventé l'eau chaude. Il y a des progressistes avant. La différence, c'est qu'ils étaient éclatés entre plusieurs camps. Donc il y avait des progressistes à gauche, il y avait des progressistes à droite. En 2017, c'est la première fois qu'il y a eu un camp 100% progressiste. La deuxième raison, c'est qu'on accorde autant d'importance aux mots qu'aux actes. Et c'est un point important, y compris personnellement pour David et pour moi. C'est pour ça qu'on est parti de l'Élysée, parce qu'on voulait mettre en cohérence ce qu'on dit dans le livre avec notre action personnelle. Et donc, quelqu'un qui, concrètement, sur le terrain, fait avancer les idées qu'on défend, évidemment, même s'il n'a pas le numéro d'adhérent En Marche, il est le bienvenu. D'ailleurs, ça se passe très souvent comme ça. Ça fait très longtemps que dans les syndicats, il y a un écart entre ce que font les syndicalistes sur le terrain et ce que défendent les centrales syndicales. La CGT, par exemple, il y a des représentants syndicaux de la CGT qui, au sein des entreprises, ont signé des accords de compétitivité dont la centrale refusait le principe même.
La raison pour laquelle c'est possible, c'est qu'il y a un principe de réalité qui s'impose. Donc quand on met les mains dans le cambouis, quand on est sur le terrain, quand on s'attaque vraiment à quelque chose et qu'on le fait reculer, quand on le fait ensemble, bah, c'est là qu'on voit si effectivement les mots sont en accord avec les actes ou pas, ou qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Et donc vous avez 1000 fois raison. Il faut continuer ça, il faut même le redoubler. Alors, c'est exactement. Il y aura évidemment une lecture médiatique qui dira, bah voilà, à tel endroit, En Marche, ils se sont alliés avec machin, c'est la preuve qu'En Marche, en fait, c'est un parti de gauche. Puis à un autre endroit, ils diront, bah voilà, là, à l'inverse, c'est avec la droite, donc c'est un parti de droite. Bon, bah, ça, ils continueront de courir derrière ça, il n'y a pas de sujet. En revanche, ce qui comptera pour nous, c'est que dans les endroits dont on parle, bah, les sujets, ils avanceront, ils reculeront. Nous, on est persuadés, et c'est pour ça qu'on a quitté l'Élysée, que la politique, au sens vraiment le plus noble du terme, elle ne peut pas se limiter aux sujets électoraux ou d'administration. Voilà. Et je crois que si on y est rassemblé aussi ce soir, c'est qu'on est nombreux à considérer que on a quelque chose à dire, à faire en dehors des périodes électorales, et que c'est pas suffisant, c'est pas satisfaisant d'être juste appelé à donner un bulletin ou à participer pendant 6 mois à des campagnes. Bon. Et donc, pour nous, le combat progressiste, tel qu'on le résume par les critères qu'on a essayé de mettre dans le livre, il dépasse largement la politique au sens électoral et même partisan. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur métier ou dans leurs engagements associatifs, sont progressistes pour nous. Et c'est tous ces combats-là qu'on veut arriver à canaliser. C'est-à-dire qu'on veut améliorer l'efficacité collective de ces combats. Donc on veut essayer de les mettre, c'est pas forcément la bannière En Marche d'ailleurs, c'est pour ça que la fédération, pourquoi pas, enfin, il n'y a pas de drapeau à planter sur aucun territoire. Ce qui compte, c'est que les problèmes soient réglés, quoi. Donc on apporte, nous, notre l'expérience, la manière de faire, le poids. Enfin, il faut mesurer ce que ça veut dire, 400 000 personnes, hein. C'est monstrueux. Donc 400 000 personnes qui s'engagent, même 5 minutes par jour, ça fait une différence monstrueuse sur beaucoup de sujets. Donc c'est ça qu'on a insuffisamment utilisé, mobilisé, canalisé pendant 2 ans. Et c'est un des objectifs pour nous avec David, que de contribuer à ce que cette énergie-là soit utilisée à meilleur escient. Le micro juste derrière. Je vais être extrêmement rapide. On a tout notre temps. Je suis frappée que dans nos campagnes géographiques et politiques, la culture n'existe plus. Je vous écoute, je vous ai lu. J'étais au meeting du lancement de la campagne européenne. Je suis Charlotte Silveira, je suis cinéaste. Marlène me connaît parce que je me suis considérablement démenée depuis 2016 pour qu'on obtienne une parité dans le monde de la culture. Marlène le sait. Et obtenir des quotas, c'est pas seulement dans l'entreprise, c'est pas seulement l'économie. C'est intéressant l'économie, mais on pourrait nous parler autrement et d'autres choses. Par chance, en février 2018, Françoise Nyssen, dans une déclaration au Monde qui était formidable, abondait dans ce sens de ce mouvement qui prenait suite à l'affaire Weinstein et qui commençait un 3e mouvement des femmes après les suffragettes, après le MLF, arrivait ce grand mouvement. Ça a été pas mal relayé, c'était une cause nationale et la culture pour un président comme celui-ci, pour des personnages, des militants, des associations comme nous tous. Pour moi, la culture et l'éducation, c'est son pendant pour la lutte contre les stéréotypes, etc., étaient au cœur de ça, pour l'égalité. Bien sûr, vous avez parlé des conseils d'administration des grandes entreprises. Chaque fois que je vous entends, il n'est plus jamais question ni de la place que doivent avoir les femmes dans la culture, ni de la place de la culture dans nos combats. Tous ces mois avec les gilets jaunes, mais je me disais, mais il y a bien quelqu'un qui va taper en disant, mais vous voyez bien qu'on doit se battre pour de grandes valeurs. Il n'y a pas simplement à dénoncer l'antisémitisme, le racisme, cette pègre noire, cette peste noire qui gagnait la France. Mais si nos valeurs les plus importantes, qui sont l'éducation, la formation et surtout la culture,
Alors pourquoi faisons-nous la guerre contre les populismes? Et je suis venue ce soir pour vous en parler, parce que vous avez les médias en ce moment, et tout ça est absolument absent. Et je ne suis pas la seule. Mais je pense qu'on ne gagnera pas si pour le combat des européennes, le combat du progrès, ça ne vient pas, mais en tête de chapitre. Merci. Alors, non, c'est en fait paradoxalement, déjà sur les journalistes, je vous rassure, c'est vrai on arrive très peu à en parler, mais comme on arrive à parler de très très peu de choses, je pense que c'est pas un critère. Sur la question de la culture, je pense qu'en fait c'est un sujet qui est trop souvent réduit à la politique culturelle. On pense aux cultures, au ministère de la Culture. Par nature, c'est beaucoup plus grand que ça. En fait, au sens où je crois que ça dépasse la politique en beaucoup de sens. Le premier, vous parliez de l'économie par rapport à la culture. Je pense qu'on se tromperait à opposer les deux. Et donc je pense qu'une certaine explication, parfois d'un manque de dynamisme culturel, s'explique par un manque de dynamisme social. Quand vous avez... Non. Ouais. Non, mais je sais, mais justement, mais j'y viens. Non, justement, j'y viens. Je pense justement que quand on parle de social, on déverrouille aussi beaucoup de choses dans le domaine de la culture. On donne dans le livre, c'est pour ça que j'en parle, un exemple qui est... alors, chacun ses obsessions. Hein, la mienne est un peu connue pour Bob Dylan. Bon, voilà, j'aime beaucoup ça. On donne un exemple en disant, voilà, dans la société des années 60 américaine, qui était une société de mobilité très forte, vous aviez quelqu'un qui a grandi dans le Minnesota et qui vient à 19 ans sans aucune étude à New York. Et puis il se loge au cœur de New York. Je donne tous ces exemples, je pense que c'est très important. Il se loge au cœur de New York, à Greenwich Village. À l'époque, on pouvait se loger à Greenwich Village pour $1 la nuit. Bon, aujourd'hui, à Greenwich Village, c'est le 5e ou le 6e arrondissement de Paris. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent s'y installer. Ensuite, comme il est là-bas, il rencontre des étudiants, des gens qui travaillent dans les universités, des éditeurs, des gens qui connaissent de la musique classique. Il se nourrit de tout ça pendant 1 an. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez vivre et vous nourrir de gens qui, pour certains, sont des producteurs de musique, pour d'autres, sont des universitaires, pour d'autres, sont des grands bourgeois, mais qui, du coup, ont accès à une certaine culture classique, etc. Et puis, par ailleurs, il n'est connu de personne, mais comme on le repère dans des bars où il joue, et ben, au bout d'1 an, 1 an et demi, il peut enregistrer son premier disque et il devient la star qu'on connaît. Je donne tous ces exemples parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans une société d'immobilité sociale, vous avez tous ces talents-là, toutes ces opportunités-là, qui sont complètement en friche. Et c'est pour ça que, dans une grande partie de la production musicale ou cinématographique française, vous avez de plus en plus de fils de. Je veux dire, il suffit de regarder les génériques des films. Dans les années 60, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, vous voyez que fils de bidule, fils de... Bon. Et donc, tout ça parce qu'en amont, vous avez une société tellement figée que c'est impossible d'accéder à ces univers quand vous n'en venez pas. Et ça crée une production culturelle beaucoup moins riche que ce qu'elle, en tout cas, que ce qu'elle a été, je ne sais pas, mais que ce qu'elle pourrait être très, très certainement. Deux petits ajouts, pardon, mais un point important pour tout le monde, c'est vrai que dans le livre, on n'a pas un inventaire thématique. Donc on n'a pas fait un chapitre sur l'économie, un chapitre sur le social, un chapitre sur la culture. On a essayé de sortir un peu justement de cette approche assez classique et de trouver 2 ou 3 éléments transversaux dont la réunion définit pour nous ce que c'est qu'une position, une action, une idée progressiste. Et donc on met des exemples un peu partout, l'exemple de Dylan, on n'a pas parlé par exemple d'environnement depuis tout à l'heure, et c'est un sujet qui est tout aussi central. Et le deuxième point, et votre intervention est vraiment intéressante à ce titre, parce que c'est une critique qu'on fait très souvent au progressisme en considérant que c'est quelque chose d'assez mécanique, assez matérialiste, et qu'en fait, quand nous on parle de maximiser les possibles, on entend maximiser ce qu'il y a sur le compte en banque. C'est pas du tout ce à quoi on croit. Nous, quand on parle de maximiser les possibles, et ça on l'explique longuement dans le livre, et donc merci de nous donner l'occasion de le faire à l'oral, on parle de tous les possibles, et que chacun puisse choisir. Il y a toujours des gens qui préféreront travailler contre de l'argent, puis d'autres qui préféreront, à l'inverse, aller se cultiver, aller faire des loisirs, aller enseigner, aller ce qu'ils veulent. Et c'est tout aussi important
même parfois c'est plus important. Et on déplore, on donne une piste dans le livre pour se passer de la finance et pour que les cerveaux qui rejoignent ce secteur aillent s'épanouir ailleurs. Donc c'est vraiment important pour nous, effectivement, de ne pas considérer que l'approche qu'on développe, c'est une approche qui soit purement économique et matérialiste, parce qu'elle dépasse largement ça. Et quand je parlais tout à l'heure longuement des associations, une très grande part des associations, elles sont culturelles avant tout. Et donc justement, c'est dans ce sens-là que je disais que le combat que mènent les associations, dont vous avez parlé, mais encore beaucoup d'autres, est un combat progressiste, et que le rôle des progressistes, qu'ils soient au gouvernement, dans un mouvement progressiste, ou même en tant qu'individu, c'est d'aider ces associations à maximiser leur impact, à les rendre plus efficaces. Et c'est là aussi où on n'a pas peur, en revanche, de parler d'efficacité, y compris dans ces secteurs-là, parce que quelque part, la politique culturelle, elle doit répondre à des objectifs. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ahmed Edaras. Je suis de Millau, dans l'Aveyron. D'abord, je veux vous dire toute mon admiration à tous les deux, parce que je crois qu'on a à peu près le même âge. On a 32 ans, enfin pour moi j'ai 33 ans, et en tout cas, beaucoup de choses nous opposent en fait. Moi j'ai grandi en Aveyron, dans le monde rural, j'ai aucun diplôme, ni même d'ailleurs le brevet de collège. Je suis chef d'entreprise aujourd'hui, j'ai été un cancre scolaire, donc j'ai été assez étonné de voir aujourd'hui qu'en fait on a à peu près les mêmes références, avec une référence de la haine dedans. Et j'ai lu ce livre et je me suis vraiment régalé. Régalé parce qu'en fait, c'est assez simple ce que vous dites. Et en même temps, je vous en veux un petit peu parce que j'ai envie de vous dire, ça fait 2 ans que vous y êtes, vous avez fait le diagnostic et vous partez. Il y a un petit problème, les gars. Il y a un petit problème. Merci Ahmed de mettre les pieds dans le plat. Mais je voilà. Et j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que d'abord, je sais la loyauté que vous avez à l'endroit du président de la République. Je vous ai vu faire. Mais on sait combien ça vous a coûté beaucoup de temps, etc. Mais si j'ai voulu prendre la parole, c'est surtout pour un sujet. La lutte contre les discriminations. Quand on est dans une banlieue, quand on est dans une cité, je peux comprendre qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes, problèmes sociaux, des problèmes d'intégration, comme toujours, dus à nos appartenances religieuses, dus à notre couleur, dus à notre lieu de vie, etc. Mais vous dites un petit peu que vous êtes contre, si j'ai bien compris, vous êtes contre cette discrimination positive. Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je vais juste dire 2 phrases si tu me permets, Ismaël. Merci beaucoup pour cette question qui m'intéresse à double titre. D'abord parce que je suis chargée de la lutte contre les discriminations au gouvernement. Et ensuite parce qu'il y a un passage, justement, un long passage de votre livre où vous abordez ce sujet. Et on en a parlé en préparant ce débat, que je trouvais très intéressant. Vous disiez que vous étiez opposé à la discrimination positive parce que c'est quand même une discrimination pour des raisons philosophiques et pratiques, et je vous laisserai le développer si vous voulez bien. Mais surtout, il y a une proposition que vous portez qui me semble hyper intéressante. Nous, on va lancer lundi matin avec Julien de Normandie, on lance la brigade anti-discrimination, où on réunit tous les acteurs de lutte, à la fois privés, institutionnels, associatifs, pour vraiment, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, on se dit en fait, il y a plein de dispositifs qui existent, les gens qui sont discriminés ne le savent pas, nous, on veut faire le lien entre les deux. Et donc, on va lancer cette BADI. Mais vous proposez un open data du testing, pour que chacun puisse savoir ce qu'il en est en tant que citoyen, en toute transparence. Est-ce que vous voulez bien peut-être nous développer ces 2 axes? Je réponds sur les 2 questions, parce que la première est importante aussi. D'abord, il faut savoir, alors, on ne se connaît pas personnellement, vous tous et nous, mais ça nous coûte de faire ce qu'on fait. Donc là, je suis très content d'être face à vous ce soir. En revanche, l'exercice médiatique, par exemple, ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis plus à l'aise en discutant comme ça, en débattant, que sur un plateau. Par ailleurs, c'est assez facile de rester dans le confort d'un bureau à l'Élysée, et puis de tourner dans sa roue un peu comme un hamster et de continuer à faire avancer tant bien que mal. Bon. Nous, on a pris conscience, à partir du sondage dont parlait David il y a 1 an, puis depuis, de tous les sujets dont on s'est parlé déjà depuis 1 heure, notamment du déficit de méthode auquel on se heurte,
Et on pense vraiment qu'on sera plus utile pour faire avancer les choses dans ce rôle-là. Donc en ayant écrit ce livre, en parlant le plus possible, et en essayant de faire participer beaucoup plus la société, donc également évidemment via et grâce à En Marche, à l'action progressiste. Donc pour nous, c'est pas du tout un départ, c'est même plutôt une montée au front. Donc on vit plutôt ça comme le retour du combat, voilà, plutôt que le départ. En tout cas, tu peux être rassuré, Ahmed, on ne déserte pas le champ de bataille. Après, sur le sujet des discriminations, pour nous, c'est un sujet qui est emblématique à beaucoup de titres. D'abord parce qu'on pense que c'est un fléau qui est beaucoup plus grave que la place qu'il occupe dans le débat politique. C'est quelque chose, c'est exactement un peu ce qui s'est passé sur la question des violences faites aux femmes, qu'on avait un peu découverte, entre guillemets, pendant la Grande Marche. C'est-à-dire quand on avait mesuré à ce moment-là l'étendue et la prégnance, quand on n'a pas été discriminé, en vrai, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Bon, on peut en avoir une idée abstraite, on peut se dire, ben voilà, j'imagine que quand on est discriminé, qu'on est victime de quelque chose, c'est pas agréable, mais on ne mesure pas ce que ça veut dire. Et même, on donne un chiffre dans le livre qui est que quand on est d'origine immigrée, plus on a fait d'études, plus on est discriminé. Il vaut mieux avoir fait, avoir juste son bac, entre guillemets, plutôt que d'avoir fait un master quand on est d'origine immigrée. Et les discriminations, elles touchent énormément de Français d'origine immigrée, les femmes, très souvent, en fonction de l'orientation sexuelle, en fonction de l'apparence physique. Donc il n'y a évidemment pas de chiffres qui permettent de mesurer l'ensemble des discriminations, mais moi je ne serais pas du tout étonné que ça touche même une majorité de Français. Et c'est un sujet donc, qui est absent du débat politique depuis très longtemps. Et on remercie Marlène pour tout ce qu'elle fait pour le mettre au centre des débats. Et puis c'est un sujet sur lequel l'action publique est en échec depuis des décennies. Ça fait des décennies qu'il est interdit par la loi de discriminer et que c'est puni très sévèrement. On risque la prison quand on discrimine. Bon. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'y a pas une seule entreprise dont le patron a décidé d'avoir une politique d'embauche discriminatoire en disant « je ne veux pas de femmes, je ne veux pas d'enfants d'immigrés, je ne veux pas d'homosexuels, etc. » À chaque fois, la discrimination, elle est insidieuse. C'est le fait d'une méconnaissance des personnes, c'est le fait de réflexes, c'est le fait de préjugés, c'est le fait... Et puis donc c'est celle qui reçoit les CV, qui les trie et qui dit je vais mettre en bas de la file de cette personne parce qu'elle correspond moins à ce dont j'ai l'habitude, etc. Et donc on pense que l'enjeu pour l'action publique, c'est de mettre la lumière sur ce sujet. Et donc la responsabilité des pouvoirs publics, et à nos yeux donc la responsabilité de Marlène, c'est de donner à la société... Je dis ça sans aucune pression. Sans pression. Non, je dis ça d'autant plus précisément que c'est ce que tu es en train de faire, mais c'est de donner à la société les moyens d'agir contre la discrimination. Parce qu'en fait, quand tu as un sujet qui est aussi prégnant, aussi important, il ne peut pas être réglé si chacun ne s'engage pas. Ça, c'est notre conviction la plus profonde. Et c'est vrai d'autres sujets dont on peut parler. Et donc, effectivement, on propose que le testing, dont on connaît bien l'efficacité, c'est-à-dire qu'effectivement, ça permet de mesurer la discrimination, il soit industrialisé, c'est-à-dire qu'il soit mené à beaucoup plus grande échelle qu'aujourd'hui. Non seulement donc, il augmente en termes d'intensité, mais qu'en plus, les résultats que ça crée en termes de données soient rendus publics. Et qu'à la fin, chacun sache que le produit qu'on va acheter, ou l'entreprise dans laquelle on aimerait travailler, ou en tant que petit actionnaire, l'entreprise dans laquelle on pourrait investir, elle a telle ou telle politique de discrimination. Et c'est là où on pense qu'il y a vraiment une manière différente de faire les choses, qui est très identitaire pour le progressisme et qui doit être radicalement différente. Dire que le rôle de l'État, c'est de produire de l'information, déjà, c'est très différent de l'habitude qu'il a. Aujourd'hui, l'État, il produit des normes, des directives. Là, on dit qu'il doit produire de l'information. Et ensuite, charge à la société d'utiliser cette information. Évidemment, il n'y a pas un seul individu qui se promènera en permanence avec le tableau Excel de l'ensemble des résultats et qui dira, alors, à telle ligne, il y a telle entreprise, etc. Mais nous, on fait le pari qu'il n'est pas compliqué pour une association, par exemple, de se servir de ces données pour créer une application. Et qu'à la fin, on gardera avec son téléphone le logo de telle entreprise et on saura la réalité ou pas de la politique discriminatoire qu'ils mènent. Donc pour nous, c'est un très bon exemple d'un sujet sur lequel on peut obtenir des résultats massifs très rapidement, à condition de changer la manière dont l'État fonctionne, donc de lui donner pour mission de produire de l'information, et de donner les moyens du coup à la société de s'en saisir. Et à la fin, ce sont les citoyens qui seront juges et qui, en tant que consommateurs, que potentiels salariés, qu'actionnaires, feront pression sur les entreprises et du coup les amèneront à corriger leur travers. On va prendre une dernière question. Alors, 2 dernières questions ici et tout au fond là-bas à droite, s'il vous plaît. Bonjour, Pierre Duchesne, je suis entrepreneur, j'ai longuement travaillé aux États-Unis et on voit là-bas que le moral est le vecteur clé de l'économie. Et comment on fait pour que En Marche, ça s'appelle En Morale ?
qu'on prenne la deuxième question et que vous répondiez aux deux. Ouais. Bonjour, je suis Amadou Dia, conseiller principal d'éducation. Moi, j'ai deux petites questions en fait. La première, c'est, en fait, vous avez dit qu'on a compris il y a 2 ans que le travail allait être au cœur de la problématique. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça nous est revenu en pleine figure? D'où la nécessité, notamment, moi je pense que les Gilets jaunes sont plutôt une chance puisqu'ils nous renvoient en fait sur le terrain, ce qu'on avait fait déjà il y a 2 ans. Et d'où la nécessité de faire attention aussi à la réponse qu'on va apporter. Là-dessus, ben, vous qui murmuriez à l'oreille du président, bon, peut-être que vous pouvez nous apporter quelques éléments de réponse. Ma deuxième question, en tout cas, le deuxième sujet par rapport auquel je ne peux pas m'empêcher de rebondir, c'est le sujet de la discrimination. Vous êtes contre la discrimination positive. Personnellement, je n'ai pas de point de vue particulier là-dessus, mais parfois, c'est aussi une façon d'amener les choses à avancer plus rapidement, pour dire les choses de façon plus claire. Je pense aussi que le fait de dire égalité, la parité, c'est une forme aussi de discrimination positive. Par ailleurs, vous avez parlé du testing. Je pense qu'en ce moment, l'une des réformes les plus importantes, moi je viens du monde de l'éducation, qui permettront de renvoyer l'ascenseur à ceux qui vivent dans les cités, c'est la réforme Blanquer et les courageuses qui consiste à diviser les classes dans les zones prioritaires par 2. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Là où, dans certains endroits, on peut faire cours à 35, ailleurs à 18, c'est totalement impossible. Donc je pense que c'est très important, elle est courageuse parce qu'elle va apporter ses résultats quand ces jeunes-là passeront le baccalauréat et qu'ils pourront faire les prépas, entre autres. Ça, c'est important. Par ailleurs, il y a aussi le problème de la mixité sociale qui est un vrai problème. On a parqué les gens ensemble, on continue de les parquer ensemble. Et la mixité, il faut qu'elle soit plus intelligente que ça. Quand on continue de considérer Paris comme une barrière infranchissable, comme autant des gueux, c'est normal que les problèmes continuent. Mais c'est un vrai problème qu'il faut régler, je pense. La mixité, une vraie mixité qui soit plus intelligente que ça. Il y a des endroits, des arrondissements dans Paris où le taux de logements sociaux est à 25%. Ailleurs, il est à peine à 6%. On refuse de construire là-bas des logements sociaux. Quand bien même ils sont construits, est-ce qu'on crée de la mixité à l'intérieur même du logement social? Là aussi, c'est important. Qui on met avec qui? En général, ça marche très bien. Il y a un centre d'hébergement qui a été construit dans le 16e arrondissement où j'habite actuellement. Au départ, ils se sont dit, tiens, ça ne va pas marcher, on va nous amener des voleurs et tout. Excellemment, mais ça marche très bien. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il faut aller plus loin que les réformes qu'on fait actuellement. Merci. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de questions, en fait. Non, mais du coup, je vais les reprendre dans l'ordre inverse. Sur la question de la mixité sociale, on est tout à fait d'accord avec vous. On donne une statistique dans le livre qui est, je trouve, frappante, qui est de dire que 50% des Français ne croisent jamais dans leur voisinage quelqu'un qui gagne plus de 3 500 € par mois. Et donc ça montre l'étendue de la séparation entre les gens qui gagnent plus de 3 500 € par mois et puis le reste des Français. Et 3 500 € par mois, c'est beaucoup statistiquement, mais ce n'est pas non plus des milliardaires. Donc on voit bien que la ségrégation s'est instaurée très profondément dans la société française et les gens ne se voient plus. Avant, les gens se voyaient. Vous aviez, alors, il y a très longtemps, vous aviez le riche qui habitait au premier étage, le pauvre au dernier. Bon, ils se croisaient au moins dans la cage d'escalier. Après, vous aviez des gens qui se croisaient plus dans la cage d'escalier, mais dans le même quartier. Il y avait les immeubles des riches et puis les immeubles des pauvres. Et maintenant, ils ne se voient même plus. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait central. Vous parliez je crois qu'on est au cœur du sujet. Il y a beaucoup de réponses à ça. Il y a toute la question géographique dont on parlait, parce qu'à la fin, la question, c'est quand même de savoir comment on peut se loger à Paris sans avoir une fortune personnelle ou un apport familial. Et donc là, c'est un sujet qui est au cœur du livre. Mais il y a aussi les sujets qui nous rapprochent de la question de la méthode. Vous parliez du parc social. En fait, pendant très longtemps, ce qui s'est passé au sein du parc social, c'est qu'il y avait un peu les bailleurs qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et donc, ils mettaient les gens selon leurs préjugés. Et donc, on disait, il vaut mieux mettre les pauvres d'un côté, puis la classe moyenne, on va la mettre plutôt de tel autre. Les gens d'origine d'Afrique noire, on va les mettre plutôt là-bas, ils seront, et puis les gens d'origine du Maghreb, plutôt là-bas, et puis les gens qui ne sont pas d'origine immigrée, plutôt. Et donc, ils ont créé cette ségrégation qui n'était jamais dite, il n'y avait jamais de consigne officielle, parce que, évidemment, ça aurait été illégal, mais c'était fait. Et donc, quelque chose qu'on est en train de faire et qui est très important que Julien de Normandie est en train de faire, qui est la transparence sur les critères d'attribution des logements sociaux, pour que ces règles implicites ne puissent plus exister. Et qu'on dise, voilà, vous avez le droit à un logement social parce que vous avez tel revenu, telle configuration familiale, et puis parce que vous avez un emploi à tel endroit, et puis c'est tout. Il n'y aura pas d'autres critères qui renforceront toutes ces
toutes ces ségrégations. Mais c'est clair que c'est un sujet hyper important. Sur la discrimination positive dont vous parliez, c'est toujours un peu un dilemme, la discrimination positive, parce qu'il y a un côté, on a envie de dire, bon, bah, franchement, vu l'étendue des discriminations, essayons. Voilà, ça a des défauts, mais essayons. Mais de l'autre, et c'est un peu ce qu'on voit à l'étranger, le problème, c'est qu'à court terme, ça peut faire un peu de bien, parce que ouais, il y a des gens qui n'auraient pas eu accès à des postes et qui y ont accès. Mais à moyen terme, ça peut faire beaucoup de mal, parce qu'en fait, on enferme les gens dans leurs origines. Et donc avant, on disait à quelqu'un, bah, parce que vous êtes de telle ou telle origine, bah, vous étiez discriminé. Et maintenant, on regardera les gens en disant, ah ouais, lui, il a tel diplôme, tel poste, mais c'est pas parce qu'il le mérite, il l'a eu grâce à la discrimination positive. Et donc toute sa vie, il sera poursuivi par ça. Et c'est quelque chose de très grave, à la fois pour la société, parce que ça entretient de la suspicion du racisme, et puis c'est très grave pour ces personnes-là qui meurent d'envie de montrer que c'est par leur mérite qu'ils l'ont eu, et il y aura toujours ce doute. Et donc nous, on dit, voilà, c'est pour ça que la discrimination positive ne fonctionne pas, pour d'autres raisons aussi, hein, parce qu'il y a des critères qui sont très difficiles à avoir. Si c'est la couleur de peau, c'est, voilà, alors vous avez 2 parents blancs, bon d'accord, vous ne cochez pas la case. Vous avez un parent d'origine africaine, un parent blanc. Là, c'est bon. Et donc, on voit bien qu'on rentre dans des discussions qui sont très étranges, qui à la fin peuvent être très, très malsaines. Donc, c'est pour ça qu'on dit, pour autant, il ne faut pas rien faire, parce que la solution de facilité, c'est de dire pas de discrimination positive, donc du coup, ne faisons rien. Et donc, c'est pour ça qu'on propose les pistes dont parlait Ismaël. Je ne sais pas si tu avais des... Pardon, il y avait la question sur... Ouais, parce qu'en fait, je voulais que ce soit la... Oui. Il y avait les gilets jaunes. Voilà, pour moi, c'est la conclusion. Donc, je ne saurais rien dire de plus. Non, sur les gilets jaunes, pardon, quand même. Je réponds à monsieur, parce qu'il y avait la première question sur les gilets jaunes. Si je me souviens bien de l'angle de la question, c'était de dire on avait senti qu'il y avait le travail, et puis 2 ans après, ça montre que ça n'a pas marché. Bah, c'est vrai, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que ça confirme le diagnostic, puis ça montre que le compte n'y est pas au bout de 2 ans. Alors, il y a une partie injuste dans cette appréciation, qui est qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé, il y a beaucoup d'indicateurs qui sont passés au vert, et qu'il y a 2 ans, on était dans une situation où les entreprises avaient peur d'embaucher, et maintenant, dans une situation où elles ont du mal à recruter. Donc déjà, on a changé complètement l'orientation des entreprises. Ça montre aussi que le problème du chômage en France, il est beaucoup lié au fait que toute une partie de la population qui est au chômage n'a pas la formation pour pouvoir accéder aux emplois qui sont aujourd'hui disponibles. Et on a laissé des gens encalminés dans l'absence de formation, souvent en les aidant avec ce qu'on a appelé les emplois aidés. Je vous rappelle toute la polémique qu'a créé le fait qu'on ait réduit un petit peu le nombre d'emplois aidés. On l'a fait parce que, en réalité, les emplois aidés diminuaient l'employabilité des gens qui les occupaient. Parce que les employeurs privés se disaient, ah bah, s'il a eu besoin d'un emploi aidé pour travailler, pas question qu'il mette les pieds chez moi, ça veut dire que vraiment, il n'est pas capable de travailler normalement. Ce qu'on fait du coup sur le sujet, c'est qu'on investit 5 fois plus qu'avant, donc c'est monstrueux comme investissement, c'est encore plus gros que la taxe d'habitation, donc vous voyez par rapport à l'ISF ce que ça représente, sur la formation des gens qui sont le plus loin de l'emploi, donc ceux qui n'ont pas de formation du tout, ou ceux qui n'en ont plus depuis longtemps. Ça, c'est un truc qui est en train d'être fait. Pareil sur la revalorisation du travail, honnêtement, l'augmentation de la CSG qu'on a beaucoup payée, y compris politiquement, elle a eu pour contrepartie l'augmentation de tous les salaires nets. L'augmentation de la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires, il y a beaucoup de mesures qui sont en train de faire masse. Et après, il y a toujours un côté un peu ingrat dans l'action politique, qui est qu'entre le moment où quelque chose se produit et le moment où les gens le réalisent, il se passe toujours du temps. Et puis entre le moment où ils le réalisent et le moment où ils l'attribuent à quelqu'un, ils disent il s'est passé quelque chose et puis c'est grâce à la politique, il y a encore un autre temps. Donc ça, c'est toujours arrivé en France et partout ailleurs. Et ça, quand je dis qu'il y a du temps, ça se compte en mois ou en années. Donc le chômage, entre le moment où il commence à diminuer et le moment où les gens se disent le chômage a vraiment diminué, c'est grâce à la politique qui a été menée par le président et la majorité, il va se passer du temps. Mais ça, c'est en train de se produire. Donc ça, c'est pour la partie un peu injuste du reproche qui est fait. Puis il y a une partie qui est juste, qui est que les gens dont on parle, et dont on a déjà beaucoup parlé, les gilets jaunes, ils ont raison de s'être révoltés contre la situation dans laquelle ils étaient confrontés. C'est-à-dire on augmentait d'un côté les contraintes qui pesaient sur eux par le carburant, et puis que de l'autre, on faisait en ordre disparate et à un rythme différent l'arrivée des aides. C'est pour ça qu'on a dû accélérer au mois de décembre. Ça montre aussi, et là on remet le doigt sur un sujet qui a été central ce soir, et tant mieux, parce que pour nous c'est le point le plus important du livre, tout le problème de méthode qu'on a. C'est exactement ça dont on parlait. C'est qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels, en réalité, il faut accéder à l'aide. Je vous donne un exemple. Il y a un dispositif qui s'appelle le chèque énergie. Le chèque énergie, c'est quelque chose auquel ont droit, sous condition de revenus, les gens qui n'ont pas assez d'argent pour se chauffer. 87% de ceux qui ont droit le touchent.
C'est le minima social dont le taux de recours, c'est que des termes techniques, mais est le plus élevé. Donc l'administration se félicite en se disant, bah voilà, c'est super, le chèque énergie, c'est ce qui marche le mieux. Ça veut quand même dire qu'il y a 13% des gens qui y ont droit, il y a 13% des gens qui ont besoin de ça pour se chauffer, qui ne l'utilisent pas. Donc on parle de dizaines de milliers de personnes, on parle de dizaines de milliers de familles qui ont froid, qui pourraient utiliser un chèque et qui ne l'utilisent pas. Et c'est le minima social le mieux utilisé. Donc tout ce qu'on a fait, par exemple, pour améliorer le dispositif pour changer de voiture, c'est ça, à la fin, c'est les détails qui n'en sont pas, en fait. C'est arriver à cibler les gens qui en ont le plus besoin. Et la manière dont on a designé, je dis ça parce que Antoine, qui était avec nous à l'Élysée, a rejoint il n'y a pas longtemps En Marche, et c'est lui qui a été le responsable de ça. La manière dont on a conçu la prime à la conversion a permis qu'aujourd'hui, 70% des gens qui l'utilisent soient des gens qui ne payent pas d'impôts. Donc ça montre bien que là, on a touché la cible. Mais ça, c'est quelque chose qui implique à chaque fois que les concessionnaires soient au courant, que les gens soient au courant dans tous les territoires. Voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles, évidemment, l'administration doit faire des progrès, sur lesquels En Marche peut aider aussi. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'il n'y a pas un comité quelque part qui pourrait être intéressé de voir si dans sa ville, les concessionnaires sont au courant. Voilà, ça, c'est un truc, c'est tout bête, mais c'est pas bête parce que l'administration ne le fait pas. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question sur les gilets jaunes, mais il y a une partie du coup du reproche qui est légitime et dont on a essayé d'y répondre dans ce livre et puis ce soir avec vous. Puis il y a une partie du reproche, en revanche, qui l'est moins et dont on espère que ça apparaîtra de manière assez évidente aux yeux de tous dans les mois qui viennent. Juste un tout petit point, après sur le travail, hein, c'est pour poursuivre la discussion, ça c'est le bilan qu'on tire des 2 ans et puis de l'action immédiate à prendre, à faire pour nous tous. Je pense qu'il y a aussi un problème plus général qui est celui du travail, au-delà même des 2-3 ans qui viennent, pour les 5-10 ans, dont on parle beaucoup dans le livre et qui est, donc sans rentrer dans un luxe de détails, mais on voit bien qu'aujourd'hui il y a une grande différence selon l'entreprise dans laquelle on travaille, et que le travail, quand on travaille chez Renault, c'est pas du tout la même chose que quand on travaille chez son sous-traitant. Donc on a beau faire le même métier, en termes de perspective de carrière, dans un cas, on peut quand même espérer avoir accès à la formation professionnelle, à des promotions, parce que c'est un grand groupe. Quand on est chez le sous-traitant, c'est très différent. Quand on travaille, quand on est cadre supérieur dans une grande banque, c'est pas pareil que d'être cadre supérieur dans une PME. Ça a beau être le même métier, c'est pas du tout la même chose. C'était pas le cas avant. Avant, les métiers se ressemblaient beaucoup plus, quel que soit l'endroit où on le faisait. Il y a toujours eu un écart, mais pas de cette ampleur. Et donc c'est quelque chose qui est une des particularités de notre économie aujourd'hui. Et donc tout le but qu'on doit avoir pour les années qui viennent, mais c'est une tâche de très long terme, c'est de faire que ces perspectives qui sont aujourd'hui de plus en plus réservées à quelques entreprises, quelques secteurs qui raflent tout, redescendent dans tout le reste de l'économie. Et je crois que c'est un chantier très important, dont on parle pas mal dans le livre aussi. Et du coup, je reviens dans la conclusion, je ne vais pas oublier, comment est-ce qu'on passe d'En Marche à En Morale? C'est une très bonne question de conclusion. Merci beaucoup. Nous, on considère que, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit ce soir, la racine de nos mots, c'est l'écart entre la promesse qui est faite aux gens et la réalité de leur vie. Voilà. Et que quand on n'a pas le bon prénom, la bonne apparence, le bon lieu de naissance, le bon diplôme, quels que soient les efforts, il y a des choses auxquelles on ne parvient pas. Il y a un reproche évident et immédiat qui est de se dire que c'est de sa faute à soi. Parce que justement, l'injonction de la société, c'est de dire si tu veux, tu peux. Donc si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. Tu as eu accès à tout, tu as eu l'école gratuite, tu as eu l'université gratuite. Voilà, on est en France, donc si tu n'as pas réussi, c'est de ta faute. Moi, je crois très profondément que c'est une des raisons de la défiance et du pessimisme français. Il y a des mouvements politiques qui tentent d'orienter ce reproche vers d'autres. Donc c'est les populistes et qui disent vous avez tort, c'est pas de votre faute à vous, mais c'est de la faute des types d'à côté, d'en face, d'en haut, et s'ils n'étaient pas là, tout irait mieux pour vous. Nous, on pense que le jour où En Marche méritera de s'appeler En Morale, parce qu'il faut mériter quelque chose comme ça, c'est le jour où on aura enlevé tous les obstacles légitimes. C'est-à-dire que quelqu'un qui réussisse mieux parce qu'il a fait plus d'efforts, et madame, quand je dis réussir, c'est pas forcément sur un plan financier, et qu'il y ait plus de succès, dont les films soient plus vus, parce qu'il a mieux travaillé son scénario et sa réalisation, c'est normal. En revanche, si aujourd'hui il n'arrive pas à réaliser parce qu'il n'a pas les bons contacts, il n'est pas né au bon endroit, il n'a pas eu accès à l'école de cinéma, ça c'est un scandale. Et donc le jour où on aura, par l'action du gouvernement, par l'action du Parlement, par l'action des citoyens réunis au sein d'En Marche ou ailleurs, fait reculer ces obstacles-là, tout ce qui est illégitime, tout ce qui écarte les gens de la réalisation de leurs efforts, je pense que ce jour-là, le mouvement aura mérité de s'appeler En Morale. J'espère qu'il arrivera vite. Voilà. Merci beaucoup. Laurent, tu veux J'ai juste ajouté
un ou deux mots sur la partie travail quand même. Rappelez, c'est la partie injuste dont parle Ismaël. Factuellement, quand même, on a valorisé, là, pour l'année 2019, c'est l'INSEE qui le dit, c'est l'avantage, c'est très objectif, on est quand même à plus 4%. Plus 4% pour les actifs, c'est quand même inédit. Et on est à un peu moins de 2%, je crois, sur l'ensemble de la population. Donc plus 4% pour les actifs, il faut quand même le répéter. C'est quand même une augmentation de l'action de la puissance publique inédite. Et puis sur la méthode, puisque je crois, sauf erreur de ma part, être le seul parlementaire de la salle que j'ai vu en tout cas, le Parlement, il ne faut pas oublier qu'il a un rôle de fabrication de la loi évidemment, mais aussi de contrôle de l'exécutif et d'évaluation des politiques publiques. Tout ce que dit, moi je trouve, Ismaël et David dans ce bouquin est un boulot aussi de parlementaires et d'évaluateurs de politique publique. Ce que tu appelles le dernier kilomètre, et j'aime beaucoup cette expression, c'est un boulot de vérification de ce que l'on vote rentre bien dans la maison des citoyens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre à bras le corps aussi au Parlement, sinon, derrière, d'abord, on ne joue pas totalement notre rôle de parlementaire si on ne fait pas ce boulot-là, et manifestement en 2 ans, on ne l'a pas assez fait, et c'est totalement complémentaire et avec des moyens qui sont tout à fait intéressants justement pour aller dans ce sens-là. Merci beaucoup, merci Charles-Laurent. Moi, je voudrais juste me permettre une petite citation pour vous répondre. Nietzsche disait dans Par-delà le bien et le mal qu'il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Donc à méditer. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Je voudrais vous donner rendez-vous à celles et ceux qui nous regardent en Facebook Live si vous voulez venir voir en vrai Ismaël Emelien et David Amiel. Rendez-vous ici même le 23. Vous serez avec Laurent Saint-Martin et avec Olivia Grégoire. Et puis ce livre, Le progrès ne tombe pas du ciel, il est disponible partout. Donc n'hésitez pas à le lire vraiment. Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés qui sont abordés dans le livre encore. Donc on peut encore aller plus loin dans la réflexion. Je voudrais dire merci à Stanislas Guérini pour sa confiance en Laurent, Olivia et moi pour l'organisation de ces débats. Je voudrais saluer les candidates et les candidats d'Alice Renaissance qui sont avec nous ce soir. Merci beaucoup et merci de porter haut les couleurs de l'Europe dont on pourra parler encore le 23 et dont vous parlez aussi dans le livre. Merci beaucoup Ismaël, merci beaucoup David d'être revenu ici chez vous à La République En Marche. Vive le débat, vive La République En Marche et à la prochaine fois. Merci tout le monde, merci beaucoup.